On va recevoir dans quelques minutes Lionel Cordier, qui est politiste et chercheur en sciences politiques. C'est lui qui m'a dit de mettre ça, parce que vous savez, les universitaires, il faut être très précis avec eux, faut surtout pas dire n'importe quoi sur leur discipline ou quoi, mais ça, il va nous l'expliquer. Pourquoi j'invite Lionel? Parce que déjà, je l'aime bien, voilà, et qu'il est très intéressant. Et que on va se poser cette question, les gens, c'est con, irresponsable, point d'interrogation. Pourquoi ça? Alors, non pas que Lionel soit spécialiste des pandémies, hein, bien sûr, mais parce que Lionel a fait un... En fait, je vais vous lire tout simplement, je pense, le thread qu'il avait fait. Je trouvais intéressant, c'était un thread qui date du 15 mars, a priori, et qui, où il se posait la question des sciences sociales quand il y avait, vous savez, ces images des gens à Bastille qui faisaient encore la teuf, à minuit avant le confinement et tout. Et ce thread disait tout simplement, vous savez pourquoi on a besoin des sciences sociales, pour comprendre pourquoi on a ce genre de comportement et de rituels, par exemple. Si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez attentivement tout ce qu'on dit, et continuez à dire les vétérans de la lutte contre le VIH. S'il y a une chose que l'on a appris notamment, c'est que les recommandations moralistes, l'appel à la vertu personnelle, ça ne fonctionne pas. Au niveau de la gestion des populations, il aurait fallu prévoir ce type de comportement, pas parce que les gens sont bêtes et stupides, mais parce que les politiques ont failli en étant incapables d'incorporer ces données-là dans leur prise de décision. Je sais bien qu'on est sur Twitter, mais je doute que la fonction effective de la culpabilisation, le virus est amoral, il s'en fiche que vous ayez honte, seul le geste compte, pas votre sentiment intérieur. Et il ajoute, pour préciser, quand je parle de honte, je parle du fait d'aller culpabiliser des personnes qui ont des comportements à risque. Si on compare par exemple à la lutte contre l'épidémie de VIH, je pense qu'on parlera de cette référence à la lutte contre le VIH, on a constaté que faire culpabiliser sur les pratiques sexuelles à risque était même contre-productif. Voilà, après il a relayé... j'ai posté le thread sur... sous le teaser, là, la petite affiche que j'ai postée. Donc vous pouvez aller voir, après il a posté des articles. Et de toute façon, je vous invite à suivre Lionel, du coup, qui est très intéressant. Il y en a peut-être qui le connaissent, hein, d'ailleurs, je sais pas, sur le chat, vous l'avez peut-être vu sur Mediapart ou à la radio, etc. Mais il va nous expliquer un petit peu sa spécialité lui-même. Alors, je lui demande s'il est prêt. Et on va l'appeler avec le webcam, hein, cette fois. On ne sera pas qu'en vocal, ça aurait été dommage car Lionel est en plus extrêmement vidéogénique. Donc j'attends sa réponse, c'est parti. Appelons Lionel. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il lit le chat, je crois, en plus. Est-ce que tu m'entends? Salut, oui, c'est bon, je t'entends bien. Ok, très bien, je vais t'afficher, comme on dit. Comme on dit. Comment j'ai fait? Hop, et voilà, on te voit. Dites bonjour à Lionel. Comment tu vas? Bonjour. Oui, ça va et toi? Ça va. Comment ça se passe le confinement? Eh bah écoute, je suis voilà, dans mon... en fait, ouais, je peux pas me voir parce que c'est trop bizarre. Je suis dans mon studio à Lille, tout seul. Voilà, avec ouais, tout ce qu'il faut pour m'occuper. Et tu fais tes cours par Zoom, par Discord, c'est ça? Mhm. C'est ça, du coup on a testé un peu le Discord avec des étudiants, ça donne des résultats un peu partagés, quoi, mais non, parfois ça peut donner des trucs pas mal aussi, ça dépend vraiment, je crois. Je pense que ça oblige vraiment aussi à repenser le format de son cours, la façon de donner cours. Ok, très bien. Mais en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Alors j'ai précisé juste avant, je sais pas si tu as écouté, mais du coup, que tu nous expliquerais peut-être ce qu'est ta spécialité. Que tu m'as dit Oui. donc de mettre politiste et chercheur en sciences politiques. T'es pas du tout spécialiste des épidémies ou quoi? C'est pas du tout la question ce soir. Non, pas du tout, justement, donc je ferai attention par rapport à ça. C'est pas... je fais pas de la sociologie de la santé ou de la médecine, donc du coup, c'est... Voilà. Je relais aussi, enfin voilà, il y a des gens aussi très compétents qui produisent des choses très intéressantes dans ce domaine. Moi, j'ai répondu à ta demande aussi par rapport au fil que j'avais fait. Et voilà, de façon aussi pour en parler de façon plus large, quoi. Pas forcément, effectivement. Enfin, je suis pas sociologue de la santé, quoi. C'est juste ça aussi que je tiens à dire. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu disais sur ce fil, et en plus, donc, Ouais. les gens, t'as relayé d'autres choses, il n'y a pas que ce fil,
Notamment, il y Oui, en a oui, oui. un, j'ai oublié son nom, t'as retweeté aussi un très bon fil comment il s'appelle? Eli Guckert, un journaliste, je crois. Attends, faut que je retrouve ça. Ouais. Que je vous invite à lire aussi, mais on en parlera peut-être aussi de ça, sur justement le truc ça se passe mieux dans les dictatures parce qu'ils font Ah filer droit les oui, gens, c'était ce qui en très fait est bien ça. Ouais, factuellement ouais. complètement faux, et Ouais. voire même c'est l'inverse sur certains aspects. Donc moi, ce qui Oui, m'intéressait, c'était plutôt ce que tu disais sur l'intérêt de justement d'avoir une approche sociologique et qui tienne compte des expériences passées et en gros de ce qu'on sait du comportement des gens, des rituels, etc. Pour ouais. pouvoir gérer ces crises-là et pour pouvoir apporter des solutions éventuellement. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ce que je disais. Après, finalement, tu vois, c'est même pas forcément, c'est pas seulement sociologique, finalement, c'est une posture. Alors, c'est vrai, en sociologie, tu vas parler de suspension du jugement, quoi, pour comprendre des phénomènes sociaux, mais c'est comment dire, c'est une façon d'approcher un objet d'étude qui est commune aux sciences. Après, c'est beaucoup plus facile de ne pas mettre d'affect ou de jugement moral quand tu regardes des cailloux tomber ou quand tu étudies la planète Mars, évidemment. Donc, c'est vrai que quand tu as un groupe, quand tu étudies des groupes humains, c'est beaucoup plus spontané tout de suite d'avoir des jugements moraux par rapport à eux. Mais du coup, voilà, c'était là-dessus notamment. C'est ça notamment qui m'a aidé. C'est vraiment un fil que j'ai fait. Vraiment, je sortais du lit, quoi. je voyais la. Et je voyais. Bon, c'est toujours Twitter, hein, c'est le spectacle de Twitter, quoi. Mais. Oui, parce qu'il y a eu toute une vague Oui, c'est vrai que ça s'est regardez un les peu gens calmé quand même, j'ai terribles et tout. l'impression. Oui, oui, mais tu sais, à un moment, il y avait le hashtag irresponsable qui était partout et c'était trop bizarre, quoi. Alors que c'est vrai que moi, en tout cas à ce moment-là, après moi aussi des fois j'ai eu des jugements moraux, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui m'a plus aidé, ce qui m'aidait plus, c'était plutôt ce que j'avais appris, qui était de bah tiens, essaie plutôt de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce que tu as des individus qui se comportent comme ça, c'est vrai que pour toi ça paraît complètement irrationnel, mais après bah voilà, chacun a sa tu as aussi des rationalités différentes, tu as des logiques de foule, des logiques sociales qui font que, ouais, qu'on ne voit pas tout d'un coup, quoi. Alors, et on n'a pas précisé, mais parce qu'en plus, ça aura un lien avec certaines questions que je veux te poser. Ouais. Ton domaine d'analyse, en fait, c'est quoi Oui. ton objet, toi? Alors déjà, attention, parce que quand tu notes chercheur en sciences politiques, c'est la science politique normalement. Après, c'est vrai qu'on veut Ah, parler donc pas aussi de des S. sciences politiques au pluriel. Ça dépend, donc c'est un peu le bordel. Mais c'est intéressant justement parce que ça montre que c'est un domaine qui reste assez, tu vois, peut-être contrairement, je sais pas moi, à la biologie ou même à la sociologie, ce qu'on appelle la science politique, ça reste un domaine extrêmement souple, assez flou. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien plutôt me dire politiste, parce que en fait, ce qu'on va appeler science politique, c'est un peu, ça se définit plus, en fait, c'est la science du pouvoir ou des rapports de pouvoir. C'est la science du politique, quoi. Et du coup, on va autant piocher dans à la fois ce qu'on aura dans les relations internationales, dans le droit, dans la sociologie, du coup, et dans la sociologie politique, notamment. Voilà. Mais c'est pas. Ça, en tout cas, de mon point de vue, mais voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Mais de mon point de vue, c'est, c'est, c'est un truc assez pluridisciplinaire qui permet de chercher un peu partout aussi tes outils. C'est un truc que j'aime bien. Ouais, et justement, justement, c'est un des trucs que tu disais dans le trade, et effectivement, c'est pas que sociologique, c'est que là, la question qui est intéressante, si en fait on veut trouver des solutions, et pas juste dire, les gens sont cons, point, et en fait, il y a pas de suite derrière, c'est justement comment tu tiens compte des comportements qu'il va y avoir, etc., et quelles décisions politiques tu prends,
Et là, Mhm. là tu es obligé de faire appel à de la science politique et tu peux pas te contenter de juste dire. Enfin, en gros, de jeter l'anathème et partir comme ça en mode. Voilà, ça explose derrière Exactement. toi et tu pars au ralenti et t'es content, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est justement. Ce qui est intéressant, alors j'avais un prof notamment qui disait que la science politique, elle est née avec le prince de Machiavel. Alors c'est intéressant pourquoi? Parce que dans le prince de Machiavel, par exemple, tu as des conseils du genre euh, si tu as un prince qui vient de conquérir un royaume ou une cité-État, euh, c'est c'est bien politiquement, il faut qu'il tue les potentiels héritiers, donc il faut qu'il tue des enfants pour assurer la permanence de l'État et pour qu'il puisse rester en place. C'est intéressant pourquoi? Parce que du coup, et c'est pour ça que Le Prince de Machiavel, c'est aussi un écrit important, c'est que du coup, tu as une disjonction entre à la fois d'un côté les injonctions morales et ce qui est censé, ce qui est recommandable politiquement. Ça peut être complètement immoral effectivement, tu peux par exemple voilà, tuer des enfants héritiers pour être sûr que dans 20-30 ans, tu vas pas avoir de guerre civile parce qu'ils vont revenir avec une armée. Mais du coup, ça répond à la question politique, bah, à des questions politiques, comment tu tiens la permanence de l'État, comment est-ce que tu gardes le pouvoir ou des trucs comme ça. Et ça paraît un peu loin comme ça, je parle de Machiavel alors qu'on parle du Covid-19, mais finalement, c'est là aussi que la science politique elle a un rôle à jouer parce que bah, tu vois ces masses de personnes qui se baladent dans la rue. Tu peux émettre un jugement moral, effectivement, mais en fait, bon, en fait, ça va pas amener grand chose sur le coup. Et par contre, tu peux aussi te mettre dans la tête du décideur politique et plutôt penser à bah, justement comment est-ce que tu donnes des outils pour gérer ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à un moment, bah, tu sais que par exemple, si tu donnes des injonctions trop contradictoires, comme ce qui s'est passé, bah, du coup, effectivement, les populations vont pas répondre unanimement à ce que tu dis, quoi. Donc en fait, c'était des comportements qui étaient assez prévisibles maintenant quand on y réfléchit un peu plus, quoi. Oui, et surtout que là, il y a eu les cas de. Ben, rien que le maintien des municipales, par exemple, au-delà du fait de créer peut-être un risque de contamination en plus, ça donne aussi un signal qui va avoir des effets réels, qui est que peut-être c'est pas si grave que ça. En fait, Mm. on peut se permettre un petit peu de sortir avant la fin du monde, avant d'être confiné, etc. et tout, parce que après tout, ils ont maintenu les municipales. Donc tu vois, Ouais, c'est ça où la question où je oui, trouve est complètement, intéressante, c'est parce ça. qu'en fait, Donc, c'est un effet en fait, concret. oui, oui, quand les populations agissent comme ça, c'est de la faute du pouvoir aussi. Enfin, ouais, enfin, pour moi, c'était. Ouais. Et oui, ce que tu dis. Alors en plus, par exemple, je pense, j'avais mis cet article là, du coup, qui est d'une amie, donc Célia, de Célia, elle a fait sa thèse justement sur l'histoire. Alors pas, elle a fait sa thèse sur la tuberculose à Madrid et Barcelone au début du XXe siècle, je crois. Donc elle a beaucoup bossé justement sur les comportements des épidémies, enfin des populations aussi vis-à-vis des épidémies. Et on en discutait du coup au début, et elle, ce qu'elle me disait, c'était oui, mais en fait, tu as aussi donc, des éléments historiques qui peuvent expliquer ces comportements. Je pense pas mal dans le cas français, par exemple, qu'on a finalement, j'ai l'impression qu'on a un peu copié ce qui s'était passé au moment des attentats. On n'a pas vraiment fait la distinction entre les dangers. On a un peu vu ça comme ce qu'on avait ressenti au moment des attentats. Et à contrario, je veux dire, tu as des pays, notamment en Extrême-Orient, donc pour le Japon ou pour l'Asie du Sud-Est, qui avaient déjà connu, du coup, très récemment des épisodes d'épidémie. Donc, du coup, il y avait une mémoire probablement aussi dans les populations qui faisait que, du coup, elles ont réagi peut-être plus rapidement et plus justement à ce qui se passait.
Et c'est vrai que c'est marrant le lien avec les attentats. Enfin, c'est pas marrant du tout. Mais ce qui est la coïncidence qui est un peu marrante, c'est que il y avait presque ce côté, tu sais, le côté je suis en terrasse, tu vois, du moment des attentats, Oui, exactement, où c'est justement pour c'est ça, une moi, ça façon de m'a fait répondre penser. très française, enfin Ouais, de la France récente, quoi, oui, oui, tu oui. vois, cette espèce de fierté de dire, allez, on affronte un peu le danger Mm. pour ça, et on rentrera chez nous après faire ce qu'il Ouais, faut. ouais, ouais. Oui, oui, c'est Célia Miralles, hein, quelqu'un qui me demande. Ah, je vois qu'il y a Frozen Shroom, donc coucou Frozen Shroom. Et du coup, justement, sur cette histoire de mémoire et on va dire des épidémies qu'on a pu étudier avant, Mhm. toi, tu cites l'expérience du VIH. Alors pourquoi tu Oui, cites ça? alors, bon, je finis ma clémentine. Fais donc, les vitamines, c'est important. Ben oui, sinon je vais attraper le scorbut. Le scorbut, oui, comme les pirates. Ouais, pourquoi le VIH m'est venu? Alors, du coup, c'est vrai qu'il y a, pour moi, dans la façon d'analyser la situation à ce moment-là, donc il y a une dizaine de jours, bah, instinctivement, tu mobilises donc à la fois tes formations, ce que tu as appris, et aussi, du coup, tes éléments de, comment dire, ta vie personnelle, quoi. Et du coup, comme mec gay, j'ai grandi aussi avec donc post-VIH plutôt, c'est-à-dire que je suis pas comme mes aînés, enfin, pas post-VIH, mais disons que je suis né dans un monde où tu avais, ou plutôt j'ai commencé ma vie sexuelle dans un monde où bah, tu avais des trithérapies, voilà. Et Ouais, donc maintenant, en après, plus, du vraiment coup, j'ai l'épidémie. la voilà. Mais du coup, tu as tout un héritage et quelque chose que tu apprends progressivement quand tu fais ton coming out. Tu as un rapport à la santé qui est plus spécifique et tu as un rapport à une mémoire qui est, bon, pour moi, qui est important, mais après, que j'ai aussi lu évidemment au filtre de ce que j'ai appris comme politiste. Et comment? En fait, dans le VIH, ce qui est intéressant, moi, ça m'a ramené à des conversations que je voyais pas mal, je le disais, sur la PrEP. Donc la PrEP, c'est un traitement que tu prends, c'est un traitement préventif pour le VIH. Et du coup, qui est donné, qui est transmis gratuitement aux populations qui ont des comportements à risque. Donc ça peut être donc les hommes homosexuels, ou enfin, en médecine on va parler de HSH, c'est-à-dire des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Ce sera pour les prostituées, les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe, les personnes transgenres, etc., etc. Donc toutes les personnes qui en fait souvent enfin, enregistrent donc statistiquement des taux de contamination au VIH qui sont beaucoup plus élevés que la population générale. Et ce qui est très intéressant, c'est que disons que du coup, dans la population LGBT, il y a eu beaucoup de débats depuis 5-10 ans sur ce traitement. Pourquoi? C'est un traitement, donc la PrEP, c'est une pilule que tu vas prendre au moment où tu vas avoir des rapports sexuels. Donc c'est une pilule que tu prends et qui te protège à 99% contre une contamination VIH si tu as un rapport non protégé. Donc à partir de là, tu as eu beaucoup de débats. Pourquoi? Parce que tu avais des personnes qui disaient, mais du coup, toutes les politiques de santé spécifiques qu'on a faites pour dire d'utiliser la capote coûte que coûte, on envoie un message complètement discordant en disant, bah, du coup, vous pouvez prendre une pilule et baiser sans capote. Donc, tu as eu beaucoup de protestations et tu as eu, alors, des protestations parfois tout à fait justifiées, mais tu as eu aussi beaucoup de protestations très moralisatrices, justement, par rapport à la sexualité, qui revenaient, qui font écho aussi, en général, justement, à l'ensemble de l'épidémie de VIH aussi, parce que c'est lié évidemment à un mode de transmission, un des modes de transmission qui est hyper. Comment dire, qui est hyper encastré dans la morale, quoi, où tu auras forcément beaucoup, beaucoup de jugements sur le comportement des gens. Et donc, c'est vrai que moi, c'est vrai que sur le coup, c'était le genre de parallèle qui me venait à l'esprit,
Parce que ce dont on se rendait compte, c'est que malgré tous ces jugements moraux de dire non, mais en fait, c'est pas bien, il faut pas que les hommes gays utilisent ce médicament, il faut qu'ils se protègent coûte que coûte, il n'y a que ça qui fonctionne. Et en fait, les stratégies de santé qui ont été mises en place, soit à la fois en France, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, qui a été vraiment de donner, de permettre un accès gratuit à la PrEP, en plus évidemment des campagnes pour plus traditionnelles sur la capote. En fait, ça a permis, on l'a vu statistiquement, en fait, ça a permis de faire chuter les taux de contamination au VIH. Donc ça a fonctionné. Donc ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ce que j'aime bien en fait dans cet exemple, et je pense que nous montre l'épidémie aussi aujourd'hui, c'est que vraiment tu dois analyser, c'est vraiment nécessaire d'analyser ces situations d'un point de vue amoral. C'est-à-dire de ne pas faire entrer la morale et de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, tu as des trucs contre-intuitifs qui fonctionnent. Et c'est comme ça. Et donc après, tu t'adaptes. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus. Mais... Si, enfin pour moi, si, très bien. Effectivement, c'est un exemple intéressant parce que justement tout à l'heure, on parlait que les discours et les injonctions ont un impact concret en nombre de morts même en fait au final au bout de la chaîne quoi. Et en fait, on pourrait penser que l'injonction morale peut avoir, quoi qu'on en pense, pourrait avoir un effet positif qui est ça va empêcher les gens de faire quelque chose parce qu'ils auront honte. Et en fait, toi, tu dis que pas forcément et que même ça peut être contre-productif et donc avoir l'effet inverse. Oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que notamment pour les stratégies de contamination, enfin pour éviter les contaminations au VIH, évidemment, et ça, il faut travailler, il faut discuter avec des travailleurs sociaux, avec les personnes qui travaillent dans les centres de santé et tout. Vraiment, les stratégies du soin, c'est d'offrir une écoute sans jugement, quoi. Et c'est, y compris pour les toxicomanes, y compris pour les jeunes gays, parce que c'est souvent eux aussi qui sont exposés. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Après, je veux juste nuancer quand même un peu, parce que je pense que c'est important aussi. Depuis le début de l'épidémie, effectivement, tu as eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec l'épidémie de VIH. Mais du coup, on n'est quand même pas sur les mêmes. On est quand même sur des proportions différentes, on est sur des dynamiques différentes, c'est pas les mêmes groupes qui sont touchés. Oui, comparaison n'est pas raison. Voilà, exactement. Ce qui est plus intéressant, il y a des éléments intéressants, donc ce serait dommage de s'en passer. Il y a des éléments intéressants de ce qui s'est passé, mais on peut pas complètement dire que, par exemple, je sais pas moi, que le coronavirus c'est le nouveau VIH, ça a quelque chose même d'assez indécent à mon avis de dire ça en fait. Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans comment tu utilises cet exemple aussi, c'est en fait, c'est pas tant qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement, c'est juste l'idée que ça amène déjà de base en fait, si tu veux, comment dire, en fait, qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que en tant que personne et dans les discours que tu veux porter, ce qui t'intéresse, c'est avoir l'ascendant moral et dire ces gens ont fait ça et pas moi et j'ai gagné. Exactement. Tu vois, moralement, ou est-ce que ce qui t'intéresse vraiment, c'est que les gens meurent pas, en fait. Ouais. Tu vois, je caricature un petit peu, mais il y a un petit peu de ça. Non, c'est ça. C'est ça. Et c'est intéressant, alors. Parce que tout à l'heure, tu me parlais un peu des zététiciens. Et par exemple, tu vois, cette question de la vaccination. Comprendre pourquoi il y a des gens qui n'ont pas recours à la vaccination. En fait, tu peux juste dire que c'est des gros abrutis qui n'ont pas compris le principe de la vaccination. Mais c'est pas suffisant en fait. Ce sera un point de vue scientifique assez bas de plafond. Ce que peuvent apporter les sciences politiques ou les sciences politiques, les sciences sociales, c'est de regarder aussi pourquoi les individus font ce qu'ils font. Par exemple, pour la vaccination, je sais pas moi, il y a la question de la confiance dans le corps médical, la question de la confiance dans les institutions. T'as historiquement, alors je pense plus à l'Amérique latine, mais par exemple en Amérique latine, pour la vaccination, tu avais des populations qui étaient forcées de se faire vacciner. Pour les populations les plus marginales, pareil, tu as un rapport qui est vachement conflictuel aux institutions, y compris aux institutions de santé et aux médecins, qui font que du coup, c'est des gens qui n'auront pas confiance.
Donc voilà, et quand tu commences à... Je trouve que tu ouvres une porte, du coup, quand tu commences à réfléchir comme ça, parce que tu te laisses... tu ouvres des nouveaux champs à explorer, quoi. Et pour moi, c'est aussi ça, un peu la base de la curiosité scientifique, en fait. Donc, ouais. Je sais plus dans quel bouquin t'as ça, t'as cet exemple pendant la Révolution russe, j'aime bien parler de la Révolution russe sur ces lives, genre le point Révolution russe, mais t'avais cet exemple quand ils ont voulu faire des campagnes de vaccination dans les campagnes, ce qui est en fait objectivement un progrès, tu vois, au moment où ils le font, c'est-à-dire qu'ils ont raison, et qu'ils ils arrivent dans des campagnes où, genre, alors déjà les gens comprennent pas ce qui se passe à Pétrograd, c'est qui ces mecs, tu vois, enfin, et qui viennent chez eux, après les piquer leurs gamins, tu vois, et en fait, il y avait tout ce truc du dilemme mais en fait, le problème, c'est que on sait qu'on a raison de le faire, mais en fait, comment on le fait? Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est leur faire peur, ils vont nous détester, et du coup, quelle solution tu peux trouver pour qu'ils comprennent, en fait, pourquoi tu fais ça, et que c'est pas contre eux, etc. La question, tu vois, finalement, c'est là aussi que tu as une disjonction, un peu entre la réalité scientifique et la réalité politique. Les politiques, ils vont pas évoluer dans le même monde. C'est-à-dire, même si tu sais que quelque chose est vrai, même si tu sais qu'un vaccin fonctionne, ta gestion politique, elle va pas forcément suivre à la lettre les recommandations des experts scientifiques, parce que justement, il y a aussi des stratégies sociales à avoir, quoi. Et c'est vrai ce que tu dis. Faut imaginer le truc, notamment au début du XXe siècle. Moi, je connais plus, pour le Brésil ou l'Argentine, des populations de soldats qui arrivent dans les villages, qui rentrent de force dans les maisons et qui vaccinent de force les femmes. Donc c'est des trucs, voilà, c'est des exemples. Mais après, il y en a des milliers d'autres. Peut-être plus récemment, tiens, pour Ebola aussi, il y avait ça. Il y a eu des réflexions. On a dit au moment d'Ebola, on a besoin d'anthropologues parce que faut qu'on réfléchisse à comment on fait, notamment pour les rituels funéraires, pour éviter que les gens se contaminent entre eux, refusent de suivre les recommandations qu'on leur donne, enfin éviter qu'ils refusent, etc., etc. Même chose pour le VIH, notamment en Afrique subsaharienne. Dans le rapport aux médecins de l'ONG, aux médecins blancs de l'ONG, il y a tout un truc il y a tout un tas de stratégies à adopter pour réussir à protéger sanitairement des populations, quoi. Tu sais, des fois, ça me fait penser un peu, je sais pas si c'est un peu tiré par les cheveux, mais pareil, je fais souvent référence à ce truc-là, mais tu sais, ça me fait penser au truc du colibri, tu sais. C'est cette espèce d'attitude qui est en fait, ce qui compte au final, c'est que moi, j'ai fait. Oui. Et j'ai une supériorité morale, et en fait, à la fin, la forêt, elle crame, et super, t'as une médaille, tu vois. Oui. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, quoi. Oui, la métaphore du colibri, c'est marrant parce que, oui, on pourrait penser... Tu vois, le colibri, par exemple, il pourrait mentir aux autres animaux. Il pourrait mentir ou leur promettre quelque chose. Et comme ça, les autres animaux, ils se mettraient aussi à chercher de l'eau pour éteindre le feu. Ça, c'est de la science politique. C'est comme par quel mensonge est-ce que je vais réussir à obtenir mes fins, à arriver à mes fins. Il y a et la posture plus morale ou idéologique, ce serait juste de dire j'ai fait ma part, donc je me sens bien intérieurement, et finalement c'est une posture qui est extrêmement égoïste au final. Ouais, il y a Laguman qui disait, par exemple, c'est vrai que c'est un bon exemple, le non-respect des mesures initiales de confinement dans les quartiers chics n'est-elle pas due aussi au fait que ces populations sont peu habituées à la coercition de l'État, y étant rarement soumises. Tu vois, en fait, c'est ce genre de réflexion, effectivement. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, avec, en plus, on peut rajouter le biais de comment sont perçus les manquements et les incivilités selon qui est là, tu vois, parce que ça a un impact aussi, c'est-à-dire à partir du moment où tout le monde dit, regardez, en banlieue, ils font nimp, parce que pourquoi ? Parce qu'ils ils vont sur les marchés, pourquoi ils vont sur les marchés, les petits marchés où pour 15 balles, ils font les courses pour la semaine, et du coup, ils s'entassent, effectivement, d'un point de vue sanitaire, c'est absolument n'importe quoi, et à côté, on va dire, les joggers du 16e, tu vois, c'est pas perçu pareil, et du coup, la politique qui s'ensuit n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on va encore plus réprimer dans les banlieues et pas dans le 16e, ça va pas entraîner une répression parce que c'est pas perçu pareil alors que c'est exactement la même incivilité, quoi. Exactement. Ouais, ça c'est super intéressant. Ça c'était bien, enfin c'est vite ressorti, enfin en tout cas Siam Asbach par exemple, elle a très vite montré, quoi.
Donc, la différence de traitement entre les populations et la façon de construire un discours sur leur comportement était complètement différente. Et ouais. Et oui, c'est ça aussi qui est trop intéressant dans le fait de toujours réaliser que le virus est amoral. C'est vrai que dans des sociétés finalement parfois hiérarchisées comme la nôtre, ça casse en fait des logiques hiérarchiques sociales, parce que c'est quand même censé toucher tout le monde. Alors après, il y a des personnes du coup qui vont être plus protégées que d'autres. Et ça va être aussi un reflet des inégalités sociales, parce que il y en a qui seront plus protégés, ils n'ont pas besoin il y en a, elles n'ont pas besoin de faire les caissières au Super U, et il y en a qui restent tranquilles dans leur villa au bord de la mer en attendant que ça passe. Mais à la racine, en tout cas, le virus, lui, il choisit pas des pauvres, il choisit pas les Noirs ou les Arabes. Il va pas, il est censé, il va partout, quoi. Et ça, c'est un truc, c'est un aplatissement qui est quand même assez fou, quoi. Ouais, et t'as un autre truc, je t'en ai parlé. T'as eu le temps de regarder un peu l'article de Mediapart sur le. Il était un peu long, le truc que je t'ai envoyé, mais. Ouais, si, je l'ai regardé un peu. J'ai pas, peut-être un peu la fin, je crois que j'ai pas pu la voir en entier. En fait, le point vraiment que je trouvais intéressant là-dessus, c'est alors pour ceux qui alors déjà sont abonnez-vous Mediapart, mais pour pouvoir lire l'article, mais en gros ils ont fait un article sur une note envoyée à la Cour des comptes sur ce qu'ils prévoient de faire comme réforme de la santé, le truc qu'il a promis là. Et en fait, bon, alors je vous passe les détails parce que c'est pas le sujet de ce soir, parce qu'il y a des orientations déjà qui sont assez problématiques. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est en fait, ils rappellent encore ce truc de on va recourir à fond. Alors, ils disent la prévention et à la responsabilisation. Ok, alors, j'ai pas vu sur la prévention. Ouais, c'était peut-être sur la fin. Et justement, c'est ça que je trouvais intéressant parce que dans l'article, ils analysent bien le truc. C'est qu'en fait, alors évidemment, faire ça, c'est pour faire des économies. Ça fait faire des économies parce que du coup, si les gens vont pas chez le médecin parce qu'ils sont pas malades ou parce que justement ils gèrent ça eux-mêmes, ça fait des économies, c'est sûr. Ouais. Mais aussi, en fait, t'as cette idée de on va recourir à la responsabilité individuelle en permanence. Tu vois, et en fait, et qui s'oppose, dans l'article, il l'oppose à, par exemple, ce que demandent des collectifs de patients, qui sont, alors, des trucs un peu, alors ils disent d'empowerment, mais en gros, d'intégrer les patients ou les collectifs de patients dans les structures, en fait, collectivement, en fait, en gros, en fait, c'est une autre façon de responsabiliser, c'est-à-dire, c'est au lieu de dire, c'est chacun votre merde, et responsabilisez-vous, c'est dire on va vous responsabiliser en vous intégrant en fait, et comme ça vous allez peut-être comprendre et tout. Et qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment un truc entre une vision ultra libérale du truc et une vision plus sociale et peut-être plus aussi de gauche de voir comme des phénomènes politiques les choses et de trouver des solutions qui sont peut-être plus collectives et peut-être plus institutionnelles aussi, quoi. Mais alors, attends, parce que du coup, ce que tu as dit en deuxième, tu veux dire que ça prend ça aussi? Tu veux dire que ça prend aussi, ça intègre aussi une critique de gauche, c'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression, moi, quand je vois en fait un peu l'opposition, alors pour schématiser, entre le recours à la responsabilité individuelle et l'appel à la responsabilité individuelle versus donner du pouvoir aux gens pour les responsabiliser, justement, pour les intégrer aux institutions. Et tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a, je me trompe peut-être, hein, mais que c'est une vision libérale d'un côté et une vision plus de gauche peut-être de l'autre, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi je vois juste une vision néolibérale, enfin pour ce que j'ai regardé un peu du projet, quoi, c'est... Alors je précise, dans le projet justement, il demande jamais à intégrer, à intégrer les gens dans les institutions, ou oui, c'est ça, par exemple, ils ont recours qu'à la responsabilité individuelle, quoi. Ouais, voilà, et... Oui, alors attends, parce qu'il y a deux trucs là. D'abord, oui, il y a le saisissement, mais ça, c'est vrai que ça commence à dater, enfin, ça fait un certain temps que les politiques se sont emparés du terme de empowerment pour un peu donc, le remixer, et effectivement, enfin, comme tu dis, ça devient juste un synonyme d'individualisation. Donc finalement, t'as plus l'empowerment qui a été pensé initialement. Alors là, c'était l'inverse parce que si je dis pas de bêtises, ce terme-là spécifiquement était utilisé par les associations de patients. Ouais. Et du coup, c'était plutôt dans un sens de intégrez-nous
D'accord, mais c'était pas récupéré aussi par les gens qui écrivaient le document? Je crois pas. Je crois pas. Je l'ai pas compris comme ça, à se référer à l'article, mais je serais pas surpris qu'ils le récupèrent aussi. En plus, c'est un terme en anglais et tout, ils doivent trouver ça cool. Donc, Oui, c'est ça. Oui, non, puis parce que tu le vois pas mal dans les organisations nationales, c'est pas mal utilisé aussi, parce qu'il manque du coup toute la réflexion de départ du terme, quoi, et oui, on arrive sur un truc de fractionnement et d'individualisation. Parce que moi, quand j'ai lu un peu ce projet, d'un côté, je trouve pas ça très surprenant parce que tu peux pas demander à ces personnes d'un coup de révolutionner leur cadre de pensée. En fait, ils sont toujours dans le même, quoi. Ils ont fait leurs études dans les années 80, ils sont encore dans cette vague-là, quoi. Donc il n'y a pas de. Enfin, c'est pas eux qui peuvent nous sauver, quoi. Franchement, je compte pas sur eux. Donc il y a un. Donc ils disent que finalement, pour sauver l'hôpital public, il faut encore plus privatiser. C'est les seules mécaniques qu'eux ils comprennent, quoi. Ils peuvent pas aller au-delà. ouais, tu vois, justement, cette mécanique, justement, oui, c'est une mécanique idéologique en fait. En fait, ça a forcément marché. Et j'ai l'impression que le truc hyper vicieux avec ça, avec ce truc de Ouais. recourir à la responsabilité individuelle, je comprends comment on peut se dire ça. Comment on peut se dire, Oui. ah mais si, on va trouver Oui. des moyens de que les gens voilà, Ouais. ils le fassent eux-mêmes. Mais en fait, j'ai l'impression que en fait, c'est gagnant à tous les coups. Parce que, en fait, en gros, si ça a des effets positifs, bah, t'as gagné. Parce que du coup, c'est cool, ta responsabilisation a marché. Et si ça a des effets Ouais. négatifs, bah, c'est la faute des gens. Tu vois, en fait, Oui. pour moi, c'est vraiment ultra Oui, c'est idéologique, ça. tu vois. En fait, tu peux pas sortir de Oui, ce mais en truc-là. fait, ouais. C'est en ça que c'est une posture, alors même c'est juste une posture libérale, et c'est une ignorance du coup de tout ce qu'a produit les sciences sociales, puisque du coup tu penses que tout le monde a le même, comment on pourrait dire, tout le monde a le même champ d'action sur sa vie, quoi. Ça veut dire ça veut dire croire qu'on a tous c'est un peu la. Sur le coup, oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'hypothèse du libre arbitre. En sciences sociales, on tend à s'en passer, quoi. On n'a pas besoin, en fait, de cette hypothèse-là. Comme avant, tu sais, on créait des modèles de l'univers où on se passait de l'idée de Dieu. Bah, le libre arbitre, on essaie aussi de s'en passer. Et là, tu as un retour, du coup, à cette idée voilà, de libre arbitre, de responsabilité, puisque c'est ça, c'est lié. Et ça ignore, du coup, tout ce que montrent les sciences sociales, ou ce que va montrer la sociologie, en disant, bah, voilà, mais en fait, je sais pas, regardons la caissière qui, de toute façon, est obligée de bosser, elle est prise dans les injonctions de sa position de salarié, sa hiérarchie ne l'écoute pas, elle n'a aucun moyen de se faire entendre, elle est prise dans des logiques patriarcale parce que du coup elle s'est retrouvée dans un schéma où elle est mère célibataire avec 2 enfants. Donc c'est difficile quand même de parler de libre arbitre pour ce genre de situation. Donc c'est difficile aussi il y a quelque chose d'extrêmement violent de potentiellement aller vers ces individus-là et de leur dire non mais vous avez le choix, c'est à vous de vous prendre en main. Voilà, on retrouve toute la violence de ces discours, quoi, pour moi. Je sais pas si ça répond exactement. Oui, si, mais alors il y aura un deuxième point où alors et peut-être ça rejoint un petit peu parce que je sais que tu as travaillé sur l'Islande Oui. et les comment on dit la constituante etc. Enfin sur la démocratie en fait, sur des expériences Ouais. démocratiques. Oui. Enfin je sais pas si tu peux en dire plus là-dessus, mais est-ce que Ouais. justement il n'y a pas un truc qui est complètement mis de côté par les logiques libérales, qui est que c'est demander aux gens de se responsabiliser sur tout sans jamais les intégrer au processus, Oui, en fait. absolument. Oui, et c'est drôle d'ailleurs ce que tu dis, ça me fait penser. Alors, faudrait trouver quand même, parce que du coup, ça fait penser au bouquin de Chapoutot, là, tout récent, Libre d'obéir, sur l'influence du nazisme sur le management Oui, entrepreneurial. on en a parlé Oui. l'autre jour, ouais. Mais parce Effectivement. que c'est ça aussi, quoi. Du coup, il y a cette idée tu donnes des objectifs aux gens et tu les laisses libres dans les modalités. Mais par contre, ils sont pas du tout libres, du coup, dans l'objectif. Alors,
Oui, absolument. Et en plus, là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque aussi à gauche. La réflexion, en fait, sur la prise de décision, la prise de décision collective. Je suis un peu atterré, je trouve que le niveau des arguments des politiques de gauche est extrêmement bas sur ces questions, c'est dommage. Il y a eu un article récent, juste il y a quelques jours, je crois que c'est Romaric Gaudin, sur les nationalisations, je sais pas si tu l'as regardé. Non, ça me dit rien là comme ça. Il faudrait que peut-être je le retrouve. En fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'il venait vachement nuancer la question de l'impératif de la nationalisation. Et de dire, en fait, la nationalisation, c'est aussi du coup confier à l'État, donc confier encore une fois à quelqu'un d'autre, le soin de gérer voilà, la tenue d'un service et son fonctionnement. Et Ah c'est oui, dans le dommage qu'on n'ait sens pas... où ouais, ça pose pas la Comment? question de... En fait, tu fais passer du privé au public, mais toujours, mais comment dire, tu t'en empares toujours pas, quoi. Oui, C'est ça. exactement. Et il montrait d'ailleurs que on peut potentiellement avoir des postures de droite tout en réclamant des nationalisations. C'est d'ailleurs ce que nous a montré le MEDEF récemment. Donc voilà. Je vais essayer de te le retrouver parce qu'il était vraiment bien. Ah oui, je veux bien si tu peux le mettre sur le chat ou Ouais, pas. alors, parce que du coup, je me suis fait un dossier spécial. Alors, tant qu'on y est, j'ai loupé une invocation de Bernard Friot parce que les gens peuvent invoquer Bernard Friot sur le chat. Et c'était Ah, donc c'est quoi? Je quoi? suis T'es censé désolé. quoi? Je suis censé dire quelque chose avec la voix de Bernard Friot. D'accord, je t'en prie. Ah oui, ah oui, ben oui, mais tout est là. Ça fait 40 ans. Voilà. J'ai pas désactivé pendant les entretiens ces trucs-là, faudrait que je les enlève. Bah non, c'est marrant. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens, ils vont pas comprendre au bout d'un moment. Mediapart, réfléchir sur les nationalisations de 1981 pour construire une alternative au néolibéralisme. Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est ce cher Romaric Gaudin? Oui, Ça date de c'est quand? lui. Ça date de 7 février 2020. C'est trop vieux alors. C'était vraiment il y a quelques jours. C'est peut-être pas Ok. Romaric Gaudin. En tout cas, là, Je vais taper sur le chat, il y a cet article-là. nationalisation. Alors, il y a Laurent Mauduit. 28 mars, c'est un peu récent. Mais c'est peut-être lui en fait. Donc, ok, oui, parce que aussi, on a une liste. Les gens peuvent aussi décider de saisir des moyens de production sur le chat. Et du coup, quelqu'un a décidé de socialiser la nationalisation. Donc, je note, je la rajoute à la liste. Socialisons la nationalisation elle-même. Ça devient n'importe quoi, ce chat. Vous êtes très drôle. Alors, je le mets... Oula, ça me fait n'importe quoi. Ah, mon ordi rame. Mais c'est vrai, oui, effectivement, comme tu dis... Qu'est-ce qui disait ça, là, juste avant? Rigop, c'est toi? Oui, voilà, c'est que, en fait, c'est la différence. C'est pour ça aussi que moi, j'essaie de pas dire nationalisation. Voilà, je viens de sur le les mettre. lives. Et plutôt socialisation, collectivisation. Après, collectivisation, ça fait un petit peu peur et tout. Mais c'est pas la même chose. C'est ça qu'il faut utiliser. Ouais. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, par exemple, Lordon, quand il parle des banques, si vous le suivez un petit peu, vous verrez que il n'est pas hyper fan de la nationalisation, en fait. Ouais. Et du fait d'ailleurs d'expériences passées, notamment sous Mitterrand. C'est ça. Oui, voilà, oui. Donc c'est Laurent Mauduit qui en parlait. Ok, vous l'avez sur le chat là, du coup. Concours d'hypocrisie autour des nationalisations. Oui. Voilà, ça ne sert à rien, la nationalisation, ça tombe dans les mains du capitalisme. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et donc, oui, ouais, Et ça se relie, du coup, c'est vrai que pour moi, de mon point de vue, ça se relie effectivement, à la nécessité de penser comment de penser la prise de décision collective, quoi. Mais je pense Laurent Mauduit, il parle un peu aussi de ça, je crois qu'il parle de la sécurité sociale ou quoi, et comment, du coup, peu à peu, l'État a pris la place dans la gestion, quoi. Et ouais. Mais alors, du coup,
est-ce que, comment dire, c'est pas lié aussi au fait que on a un État là actuellement qui est tenu par des gens qui justement sont dans des logiques managériales, qui sont sur Mhm. des logiques héritiers du privé et du management, et que du coup, si eux nationalisent quelque chose, là, effectivement, ça n'a plus grand intérêt, parce qu'on voit justement ce qu'ils ont fait à l'hôpital, typiquement, et qu'on est en train de payer aujourd'hui. Ouais, Alors, c'est pas que En Marche, hein, c'était Fillon oui, avant, c'était. Enfin, voilà. absolument. Et les socialistes, oui. Et les socialistes aussi, bien évidemment. Mais du coup, toi, en fait, du coup, dans la prise de décision, comment tu verrais ça sur ces cas-là, c'est-à-dire sur les politiques publiques? Comment tu intègres est-ce que tu as des expériences en tête d'intégration justement de la population à des politiques publiques, y compris sur des phases peut-être de crise comme ça C'est assez complexe, ça, comme question. Et ouais, ouais. Ouais. Bah, pour moi, en tout cas, ce qui est. Bah, en temps de crise, c'est pas la même chose. Sur le coup, dans le temps de crise, parfois, tu as besoin, comme tu as besoin de prendre des décisions rapides, le temps du débat, bah, de toute façon, on l'a vu, quoi, et pas forcément. Tu es obligé des fois de le raccourcir, etc. C'est pas tragique tant que justement c'est encadré légalement, etc. C'est un peu le rôle, même quand tu lis Clastres sur les sociétés amérindiennes autochtones du sud du Brésil, où il parle du rôle du chef et il dit mais en fait le chef il a aucun, il est complètement soumis au groupe, sauf du coup dans les situations de guerre où du coup il se retrouve, c'est les seuls moments où il se met à mener à mener la tribu. Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, effectivement, faut déjà distinguer les deux. Après, pour des fonctionnements à long terme, bah, je pense on a déjà pas mal d'outils, y compris dans l'économie sociale et solidaire, dans les mouvements coopérativistes, pour justement intégrer cette question de la façon dont déjà les salariés ils peuvent participer, comment est-ce que les consommateurs aussi potentiellement ils peuvent participer, et du coup pour l'hôpital comment est-ce que les patients ils peuvent participer aussi. Je pense Puis pas. Ce qui est intéressant c'est qu'il y même a le sans doute. personnel en fait. Ouais, Parce que absolument. en fait, Et je ce pense qu'il aurait pas. fallu faire, le personnel hospitalier le demande depuis des mois là, Oui, et voire des années quoi. Et ça n'a pas été oui, entendu, et pourtant c'était ce qu'il fallait faire, manifestement. ouais, exactement. Oui. Il a été complètement. Et ça a sans doute eu un effet parce que ça a empêché. euh, Voilà, ça a empêché les institutions du coup de prendre les bonnes décisions en fait. Donc ça a bloqué à la limite les tentatives d'intelligence collective que tu pouvais avoir. Mais alors, Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément de. Donc, je pense qu'on a quand même déjà toute une littérature et plein d'expériences qui ont déjà été faites à ce niveau-là qui peuvent être réutilisées. Et aussi, il faut garder peut-être à l'esprit, c'est intéressant cette idée qu'il faudrait une solution qui marche pour tout. Peut-être que les systèmes euh, de, de, de prise de décision qu'on prendrait pour la santé, ils seraient différents de ceux qu'on prendrait pour, je sais pas moi, la grande distribution ou quoi. Donc voilà, il faut se garder peut-être aussi de vouloir à tout prix homogénéiser, de trouver une solution finale qui va tout régler, quoi. C'est ça aussi souvent qui est pas très sexy, justement quand on travaille sur la démocratie ou la décision collective, c'est que souvent à chaque problème, tu dois aussi avoir des dispositifs différents, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, par exemple, il m'a semblé t'avoir vu assez critique sur des trucs du style. Comment ça s'appelle le truc sur l'urgence écologique, là? Où justement, tirage au sort, ils ont monté une petite Ah oui, assemblée. le... C'est de la honte, quoi. Non, mais je sais même plus comment ça s'appelle. Non, on n'entend plus. C'est le... Ça, c'est Oui, pas. Non, bah, ouais. C'est un conseil citoyen. Attends, Mm. Parce qu'on pourrait penser que effectivement, ben là, c'est typiquement le genre de truc que on est en train de défendre ou quoi. Et je sais que je t'ai vu la assez Convention critique là-dessus, la citoyenne pour le convention. climat. Convention citoyenne pour le climat, qui est aussi un cas censément de mobilisation en temps de crise, puisque techniquement c'est peut-être pas aussi Ouais, immédiat que le Covid, mais il y a oui. quand même cette idée de crise et qu'on va rassembler des gens tirés au sort pour faire ça. Mais toi, t'es quand même critique de ça.
Oui, j'étais critique, oui, un peu plus critique que des collègues. Je je suis un peu passé pour le râleur de service, je pense, mais en même temps, je l'assume. Alors du coup, c'est vrai qu'on saura pas vraiment le fin mot, je pense en tout cas pas tout de suite. C'est juste que, le dispositif était intéressant, hein, en tant que tel, complètement intéressant. Tu as Dimitri Courant, par exemple, qui a assisté à tous les trucs, qui étudie pas mal, ce qui se passe et je pense qu'on peut en tirer des choses intéressantes. Moi, j'étais plus sceptique sur, le résultat et parce que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que tu as des dispositifs, participatifs. C'est ça, c'est du c'est des montagnes qui accouchent de souris, quoi. Il y a pas de y a ça la plupart du temps, ça donne rien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, la chaîne de décision, en fait, elle est jamais pensée pour, enfin, c'est toujours le pouvoir politique traditionnel, au final, qui a le dernier mot. Donc, au final, ça tient toujours à une décision, politique et partisane. C'est pas des politiques et des partis politiques. C'est pas, l'assemblée tirée au sort tant si elle a aucun, si sa décision, elle a aucune valeur obligative, bah, c'est alors, il y avait ça. Alors, c'est pas que ça, pardon. Déjà, il y a l'absence voilà, d'obligation. Alors, on m'a dit, oui, mais Macron, il en a pris acte et il s'est engagé. Il l'a dit, il a fait un discours direct que oui, il adopterait ce qui a été fait. Mais enfin, comment on peut être aussi naïf, quoi? Genre, je suis désolé. Et j'étais très choqué de voir des collègues politistes croire ça. Enfin, je dis, mais attendez, on travaille sur quoi? On parle quand même d'un. Enfin, on sait très bien que c'est pas parce qu'un politique dit à haute voix qu'il va tenir, qu'il fait une promesse, qu'il va la tenir. C'est quand même le b.a.-ba je sais pas, de la communication politique. Tant que t'as pas une loi, tant que t'as pas, voilà, un dispositif légal qui oblige un politique, moi j'y crois pas. C'est tout. C'était ça. Il y avait ça, donc l'absence d'obligation légale. Et la deuxième chose quand même, parce que c'est vrai, après tout, pourquoi pas? Peut-être que la décision qui sort est intéressante, donc de cette assemblée de personnes tirées au sort qui réfléchissent à comment est-ce qu'on freine le réchauffement climatique, comme si par ailleurs on ne savait pas ce qu'il fallait faire, ce qui me semble aussi vachement insultant pour, voilà, je sais pas moi, tous les climatologues Oui, c'est vrai que la tous les gens formulation, qui je la bossent trouve dessus. un peu ouf parce que ça donne l'impression. En fait, c'est au lieu de dire on va vous demander de décider démocratiquement au milieu Oui, du contexte qu'on connaît avec les solutions dont on sait, est-ce que vous voulez de ces solutions, lesquelles, etc. C'est ouais, on va brainstormer et on va trouver une exactement, solution, quoi. Ce qui est assez exactement. pourri, quoi. Et ça, ouais, ça, je vais revenir là-dessus parce que ça, c'est très intéressant aussi. Donc, il y a voilà, l'absence d'obligation légale et en fait, et aussi comment dire, les choix idéologiques de Macron, en fait, même si En Marche va affirmer qu'ils sont justement comme ça, qu'ils sont ouverts, qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils en ont une, c'est juste qu'elle n'est pas formalisée. Mais elle est présente et c'est une colonne vertébrale idéologique qui ne peut pas être compatible avec une transformation écologiste. Donc de toute façon, après, au niveau partisan et idéologique, ils peuvent pas être réceptifs à ça. À moins du coup de ne pas s'en rendre compte et de croire que Macron il flotte sur un nuage et il fait jamais de choix idéal ou idéologique, ce qui est pas vrai en fait. Il y avait ça, et après, ouais, et enfin, un dernier point, tu as raison, c'est le côté brainstorming. Et c'est le souci aussi des assemblées tirées au sort. Moi, du coup, comme j'ai bossé sur l'Islande, donc j'ai bossé sur le processus constitutionnel islandais, et tu as eu comme ça une assemblée de 1000 personnes, pareil, pour réfléchir aux valeurs qu'ils voulaient voir apparaître dans la Constitution. Ouais, et en France, ça a été, et surtout à gauche, ça a été Ouais, présenté comme un. Enfin, c'était waouh, quoi. oui, L'Islande, c'était vraiment le meilleur endroit du monde. ouais, Pendant quelques complètement. années, c'était très à la mode. Mm. Oui, il y avait vraiment un
il y avait vraiment une hype chez aussi, par exemple, je me souviens, chez les indignes espagnols. Et c'était drôle parce que ça clashait complètement avec ce que j'ai vu sur place, c'est-à-dire que je me suis retrouvé, pour les gens qui ont organisé ça, je me suis retrouvé avec des gens finalement qui étaient très, aujourd'hui que je qualifierais de En Marche, quoi, et qui étaient beaucoup plus, qui baignaient beaucoup plus justement dans dans la, dans le management entrepreneurial, le personnel, tout ça. Il y avait beaucoup en fait d'éléments lexicaux, du développement personnel, de l'idée d'intelligence collective, on va tous trouver ensemble une solution. Ça, il y a une vision très irénique, c'est-à-dire une vision où on ne pense pas du tout les rapports de classe ou les rapports conflictuels et on veut vraiment les mettre de côté parce que ça fait peur. Et ça correspond tout à fait à l'idéologie macroniste aussi en partie parce que c'est comme ça aussi, c'est là-dessus normalement qu'ils se sont construits. C'est dans cette négation-là, quoi. Ouais. Et en fait, ça me fait penser, parce qu'on parle de tout ça tout à l'heure, il y a le dernier bouquin de Samuel Hayat, Démocratie, où il réhabilite pas mal l'idée de parti politique, justement. C'est-à-dire que tu peux pas seulement avoir des assemblées tirées au sort ou des nouveaux dispositifs de démocratie directe ou même de faire juste du référendum qui est vraiment la base assez hyper basique de la démocratie directe. Si tu n'as pas d'outils, de machines militantes, de machines politiques, de machines partisanes qui permet aussi de défendre et de marquer aussi les rapports de conflictualité dans la société. Alors, sur le chat, il y a Nat LB qui te demande des conseils de lecture pour sur la constitution islandaise. À la limite, à la fin, ça. Nat, si t'es toujours là, tu seras toujours là avant 22h. On pourra faire un petit biblio à la fin, éventuellement. Vas-y, continue, hein. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, non, mais je peux en donner aussi. Enfin, après, c'est rapidement quand même. Parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Mais du coup, il y a ça, alors en Bibli, ça peut se trouver, mais parce que sinon il est très cher. C'est un ouvrage qui avait été fait par Philippe Orfalino et Irma Erlingsdottir, donc ma directrice de thèse islandaise. Donc il y a plein de petits articles du coup d'analyse économique et sociologique et philosophique sur la crise islandaise. Et aussi, du coup, tu as pas mal de... Enfin, Hélène Landmore, elle a beaucoup écrit aussi sur la constitution islandaise et sur les mécaniques de démocratie participative, sur le tirage au sort. Moi, j'adore ce qu'elle fait, et pourtant, je pense que je suis pas vraiment d'accord avec tout, mais elle a une approche assez anglo-saxonne, très claire. Je vais peut-être les écrire là, attends, parce que c'est vrai que... Ouais, si tu as Hélène Landmore... et aussi, sur le chat, hein, donc. Ouais. Irma, alors, Erlingsdottir, je mets pas les accents, et Philippe Orfalino. Donc ça, c'est un... Frozen Shroom, j'espère que tu as bien noté le nom de l'islandaise. Oui, c'est Irma Erlingsdottir. Ouais, j'avoue que si tu l'écris pas, c'est terminé. Puis normalement, il y a un accent sur le O et sur le I, je crois, mais à chaque fois, il faut que je revérifie. Mais... Et oui, et en fait, c'est con, c'est une anecdote, mais je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, ça me fait vachement penser à, tu vois, genre, moi j'ai déjà rencontré genre des gens très bien intentionnés qui font des trucs du style, moi je fais des ateliers en entreprise pour essayer de trouver comment les gens ils pourraient prendre plus d'initiatives et être plus impliqués et avoir qu'il y ait plus de démocratie en entreprise et tout. Et tu sais, t'es là, t'écoutes ça et tu fais, mais en fait, t'es à deux doigts d'inventer les coopératives en fait. Genre, t'essaies de réinventer l'eau tiède, quoi. C'est genre, mais comment on peut faire? Alors on fait des ateliers, on discute, comment on peut s'impliquer, on va faire des boîtes à idées, tu sais, c'est des boîtes à idées, quoi. C'est vraiment le truc, genre tu fais, ouais, super, on va mettre une boîte à idées dans le hall, quoi. Tu sais, y a rien, quoi. Et justement, il y a pas de question structurelle, quoi. C'est comment on change la structure de l'entreprise, peut-être? Non, c'est faux qu'il y ait des initiatives. Mais pour revenir à un petit peu... parce que je vois, il ressemble à Martinez en plus jeune. C'est un compliment, normalement, sur le chat. Cette moustache de gauche, d'accord, ok. En plus, c'est exactement ce que je voulais me faire comme moustache, et j'ai pas osé, et maintenant j'ai encore plus envie. Bref, ça va partir en chiffon, ça va partir en chiffon, discussion après, cosmétique. Faut triturer longuement, comme ça, pour qu'il
Voilà. Puis tu mets de Tu mets la quelque chose? cire ou de la... Moi, je mets juste de l'huile de ricin pour avoir le poil soyeux. Ok, d'accord. Bah, je note. Je note. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, justement, sur cette histoire de... Et je suis en plus hyper d'accord sur ce truc des partis. Faut que je l'ai pas lu, le truc de Hayat, mais... Parce que ça rappelle Oui, un peu ce problème qu'il y a... Pourquoi, par exemple, moi, je vais être critique avec les trucs qui se revendiquent horizontaux. C'est en ouais, fait souvent, c'est une très bonne intention et du coup ça donne des jolies choses, mais souvent en fait c'est oublié en fait que va y avoir des rapports de force et en fait exactement. tu formalises jamais les structures démocratiques de ton truc et du coup ben en fait ça peut devenir des trucs très antidémocratiques parce que justement t'as pas formalisé des systèmes de vote, des hiérarchies, de Bah, la ou alors, représentation. au contraire, des dispositifs pour réégaliser les inégalités sociales. Ouais. Oui, du coup, je rebondis encore sur Samuel Hayat parce qu'il y a deux éléments en fait importants qu'il évoque qui sont intéressants dedans. Donc, c'est quand même cette réhabilitation du parti. Après, en soi, en fait, tu as plein d'autres choses, je pense, ailleurs qui sont intéressantes aussi là-dessus. Je pense que de toute façon, on va y revenir. Et un autre truc, c'est le citoyennisme. Et ça, c'est un truc plus copyright Samuel Hayat et que j'aime beaucoup et moi qui me sert aussi. En fait, ce qu'il va appeler citoyennisme, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est un truc. Alors ça peut autant, c'est intéressant parce que ça peut autant se retrouver, tu vois, bah, chez les gilets jaunes que chez les manifs d'entreprise. Ça fait penser, je me souviens, tu avais une petite invasion de gilets jaunes à l'ambassade d'Islande à Paris parce que du coup, ils voulaient demander les conseils du peuple islandais qui avait réussi à mettre en prison ses banquiers et à réécrire sa constitution. Et, euh, et je me souviens aussi de tout qu'il y avait avec Chouard qui était revenu, vraiment partout sur le référendum, initiative citoyenne, tout ça, quoi. Et en fait, ce qui était plus ironique, c'est que tu avais un point commun bah, avec les macronistes, au sens où bah, il n'y avait pas de... À chaque fois, et c'est le propre du citoyennisme, du coup, c'est comme tu dis, c'est ah bah oui, on est citoyen, on fait participer les gens, on veut du commun, c'est la nation, c'est le peuple, voilà, et on fait comme si tous les rapports de force, toutes les inégalités sociales de genre issues du racisme n'existaient pas. Et voilà. Et en fait, ça peut les transformer en des dispositifs, au contraire, qui peuvent être complètement dangereux et ouais, voilà. Enfin, Oui, ouais, non, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est très un truc qui enfin, certaines revendications des Gilets jaunes ou certaines aspirations ressemblaient pas mal, en tout cas, à la vision qu'on a eue en France de ce qui s'était passé en Islande, en fait. Donc je comprends oui, complètement qu'ils se projettent, qu'ils soient projetés là-dessus. ouais, mais même la convention citoyenne je suis persuadé, enfin, ils sont pas bêtes, hein. Dans la stratégie, c'était aussi un peu de couper l'herbe sous le pied par rapport à cette réclamation, quoi, la réclamation de plus de démocratie. Donc, et du coup, c'était un point commun qu'ils avaient. Eux, c'était quelque chose qu'ils pouvaient recevoir parce que leur point commun, finalement, c'était de peu penser les rapports de pouvoir, les inégalités. Les gilets jaunes, c'est difficile d'ailleurs de dire les gilets jaunes et de leur discours parce que tu avais plein de discours différents, Bien quoi. sûr, oui. Mais parce que quand même, ce qui était intéressant plutôt, ce qui a été intéressant, c'est la verbalisation et la formalisation à nouveau des inégalités sociales. Donc tu avais au moins ça qui ressortait, quoi. Mais du coup, peut-être euh, tous les autres rapports de domination sociale, ils passaient peut-être plus à la trappe, où ils étaient moins pensés et du coup on pensait moins les effets pervers des dispositifs démocratiques à cette lumière-là. Est-ce que tu veux faire un référendum sur la légalisation de l'avortement ou pas, par exemple? Enfin, je veux dire, c'est le genre de choses en fait qui posent plein de questions.
ce que tu considères être démocratique. Oui, parce qu'en fait, ça rabat toute la question sur la question de la majorité, en fait. En fait, sur toutes les questions, il faut juste avoir une majorité de vote, en plus, uniquement de vote. Ouais. Et c'est pour ça que là encore, on a intérêt à ressortir voilà, la réflexion anarchiste ou anarcho-communiste sur aussi la réflexion et des anthropologues politiques sur la question de la majorité, en fait, de l'usage de la majorité. Parce que c'est toujours pensé pareil comme un truc complètement naturel de recourir à la majorité pour prendre une décision. Mais en fait, ça n'a rien de naturel en soi, quoi. Et là-dessus, tu as un super article de David Graeber que je conseille tout le temps et que je pense que je continuerai à conseiller dans 10 ou 20 ans. Donc, la démocratie des interstices. Où il fait d'ailleurs une petite Attends, pardon, ça a coupé un peu la démocratie des quoi? Je vais te le noter, attends. Ouais. David Graeber. Il y a eu un petit saut de son au moment... Alors, c'est un article qui est assez long, il fait genre 50 pages, mais il se lit bien. Des en fait, interstices. Il en a fait un petit bouquin aussi qui s'appelle Comme si nous étions déjà libres, où il parle aussi de son expérience, que lui, il était dans le mouvement Occupy Wall Street aussi, donc il parle aussi de cette expérience. Et il revient notamment sur... alors du coup, tu n'as pas que lui après, hein, bien sûr, tu as des penseurs. Il revient sur cette question de la majorité. Tu as Canetti aussi, je crois que c'est un philosophe italien qui avait réfléchi sur cette question aussi. Où l'idée, alors c'est une supposition, c'est une hypothèse, hein, qui est que la règle de majorité, c'est une règle qui apparaît plutôt dans les États militaires. Pourquoi? Alors les États militaristes, mais aussi où c'est donc en fait où c'est la plèbe ou les populations, les classes populaires qui ont aussi qui forment le contingent militaire. Et c'est pour ça qu'il parle notamment évidemment de la Grèce antique, mais tu peux avoir d'autres. Pourquoi? Parce que du coup, par exemple des États ou des cités-États où c'est plutôt l'aristocratie qui va à la guerre, du coup, ce sera des systèmes plutôt aristocratiques, mais du coup, tu auras des démocraties avec une règle de majorité pour des États où c'est plutôt les classes populaires qui partent à la guerre. Enfin, les classes populaires ou l'ensemble des classes. Ce que Canetti disait notamment, c'est que c'est une supposition, c'est que c'est lié au fait de compter ses forces, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, c'est se dire, t'as un groupe, t'as une décision à prendre, t'as 51% qui sont pas d'accord, 60% qui sont pas d'accord. Qu'est-ce qui se passerait si on en arrivait aux mains? Et si on en arrivait aux mains, du coup, comme t'as 60 contre les 40, les 60, du coup, gagneraient. Donc, sans aller jusqu'aux mains et sans recourir à la violence, on va accepter par le vote la règle de majorité et on va accepter le fait que, voilà, du coup, plus de 50%, les plus de 50% ont raison. Et voilà, du coup, c'est une règle qui paraît absolument, qui a comme ça ce côté très naturel des mathématiques. Et en vérité, qui cache aussi d'autres choses, sachant que, par exemple, ce que dit Graeber dans La démocratie des interstices, c'est que pour les anthropologues qui ont étudié la plupart des systèmes politiques extérieurs, que ce soit, je sais pas, n'importe où, quoi, la plupart du temps, les prises de décision collectives se font plutôt sur le consensus, sur le recours à des dispositifs, à des consensus, à de l'unanimité. Parce et du coup, tu as des temps longs qui sont laissés à la recherche du consensus. Parce que ce qu'on veut éviter aussi, c'est l'existence de frustration. Le fait que, par exemple, il y aura des petits groupes qui se sentiraient frustrés par la décision. Voilà. Ça, c'est une hypothèse parmi plusieurs qui existent pour expliquer l'origine de la règle de majorité. Mais moi, je la trouve très intéressante, justement. Alors, juste une petite chose, est-ce que ça te va si je coupe et je te rappelle, parce qu'il y a des petites coupures et ça peut peut-être être résolu en une fraction de seconde, je te fais ça. Oui. Hop, tac.
Parce que, enfin, vous les avez aussi, hein, j'imagine, puisque moi je les ai. Vous les avez forcément, les petites coupures. On va voir si on peut y faire quelque chose. C'est bon, tu me reçois? Ouais, c'est Voilà, bon. tu es de retour. Ah oui, là, t'es beaucoup plus synchronisé. C'est Ok. vrai, Ouais, magnifique. ouais. Après, il y a des problèmes sur Discord, sur Twitch, surtout, donc on peut pas tout éviter. Mais oui. Et alors j'ai une question du coup là-dessus. Justement, ça rejoint justement cette histoire de mettre en place des structures de prise de décision. Par exemple, sur la question de la santé, là justement, si pour moi, c'est un peu la différence entre est-ce qu'on va prendre des décisions sur la santé en faisant un référendum, c'est-à-dire on demande à tout le monde, ou est-ce qu'en fait le fonctionnement démocratique le meilleur, ça serait on prend des décisions avec des conseils constitués de soignants, de patients, de personnes concernées en fait par le truc, et pas soumettre à une règle générale de majorité de toute la population qui déciderait Ouais. pour ce domaine spécifique. Alors tout le monde est concerné par la santé, bien sûr, mais plutôt que de passer par un système de référendum, plutôt des institutions démocratiques composées des gens qui interviennent dans ce truc-là. Ouais, tu penserais à quoi, par exemple, comme décision, peut-être pour plus délimiter, parce que... Je sais pas, les allocations de ressources, les choses. En fait, là, par exemple, dans la crise du Covid, effectivement, là, on va pas faire de toute façon mettre en place des trucs de décision maintenant. Il faut que ça aille vite. Effectivement, Ouais, c'est un temps de crise, mais on se rend compte que un certain nombre des trucs qui auraient dû être faits avant n'ont pas été faits alors qu'elles ont été demandées. Tu vois, type les oui, masques. Tu vois, qui a décidé que fallait pas renouveler les masques? C'est le oui. gouvernement. Enfin, c'est une instance spécifique du gouvernement. Mais bon, je suis pas spécialiste du truc et je suis pas soignant, hein, mais de ce que j'ai vu des revendications, si la décision avait été prise par des soignants et des patients, etc. et tout, elle n'aurait peut-être pas été la même. Alors il y a des Ouais, limites à comment ça, est-ce j'en ai qu'on bien évite conscience, tu vois. ça? Oui, ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire Comment est-ce qu'on comment, pourrait éviter ça à nouveau? en fait, comment tu mets en place des modèles de prise de décision démocratiques dans des Ouais, domaines comme la santé, etc. quoi. ouais, ouais, ouais. C'est ça, parce qu'en fait, ça dépend, là encore, du coup, ça... De toute façon, par exemple, si tu me dis, tu parles de référendum. Mais le référendum, c'est pas une question qui tombe du ciel, quoi. Je veux dire, et la plupart du temps, d'ailleurs, enfin, de toute façon, demander notre avis à la population générale, ce serait forcément compliqué et frustrant parce que les outils qu'on a actuellement, de toute façon, ils sont très basiques. Après, bah, tu as des référendums à réponse, enfin à questions et réponses multiples qui peuvent exister. Enfin, tu as plein de choses effectivement à explorer. Mais si par exemple on prend juste le cas du référendum basique où tu as un oui et non, de toute façon, tu dois préparer un texte de loi avant, tu dois l'écrire, tu dois demander l'avis d'experts, tu dois communiquer avec le personnel soignant, etc. Donc l'un n'empêche pas forcément l'autre, tu vois. Mais tu vois, c'est comme la convention citoyenne dont on parlait. La convention citoyenne, c'était une assemblée tirée au sort qui élabore un texte et des propositions qui ensuite sont validées ou non par référendum et par en fait aussi le pouvoir politique en place. Donc c'est pas des choses qui forcément s'opposent. Tu peux avoir des mécaniques, voilà, tu peux avoir des mécaniques complémentaires. Et surtout, je pense, c'est peut-être plus une pensée personnelle, parce que je me dis, c'est vrai que maintenant on est à se dire, tiens, ouais, comment est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça le truc, c'est que c'est pas seulement une question d'arrangement, de dispositions démocratiques, parce que ça, même si on l'avait eu, ça se serait peut-être fait détricoter, quoi. Ce que je veux dire, c'est que t'as aussi une bataille culturelle et idéologique à mener à côté. Parce que t'as pas de dispositif qui soit impossible à démonter, quoi. T'as toujours, en fait, des... Après, tu peux penser comment tu mets des blocages, des cliquets pour éviter ça, mais c'est compliqué, hein. Ouais, non, c'est vrai que je suis désolé, j'ai pas de solution miracle pour l'hôpital. Non, non, bien sûr, Mais mais moi non plus, hein, c'est juste sur comment tu peux articuler ça. Parce qu'en fait, par exemple, tu vas avoir souvent le débat, je sais pas si t'as cette impression-là, mais il se résume à en gros des gens qui vont dire oui, il faut nous laisser décider, et les gouvernants ils font n'importe quoi, et ils nous laissent pas faire, etc. et tout. Et de l'autre côté, des gens qui vont dire mais non, c'est tout, il y a les experts, et fermez vos gueules, et on va pas vous demander votre avis sur des trucs médicaux, etc. Et j'ai l'impression que pour moi, ouais, c'est un peu un faux débat, dans le sens oui, où le gouvernement, déjà, il écoute pas spécialement les experts non plus.
Enfin, Ouais, il est pas, là, absolument. en tout cas, celui-là est pas reconnu pour ça. Complètement. Et l'inverse, c'est pas faisons un référendum pour savoir si on file le truc du professeur Raoult, tu vois. Genre, tu vois, genre, Ah, ouais. enfin, Ah, il y en a qui voudraient bien, hein, ouais. ah ben oui, justement, mais c'est, tu vois, il y a pas que ces deux alternatives-là, tu vois. Il y a pas que Ouais, le ouais, truc techno-fasciste limite, tu vois, de dictature des experts et ok. puis vos gueules. Et de Ouais, l'autre côté, un truc où tu soumets tout le temps à tout le monde, comme si tout le monde, on était tous compétents sur tout, oui, tout oui, le oui. temps, quoi. Oui, mais c'est pour ça, en fait. Et d'ailleurs, je pense dans le domaine de la santé, tu as des dispositifs comme ça. Je pense notamment pour, par exemple, tu vois, quand tu dois prendre des décisions éthiques difficiles, souvent, tu as déjà des systèmes qui existent où tu as à la fois des soignants, des médecins, les patients ou la famille du patient, et tu as des dialogues qui sont faits et qui sont là pour justement prendre une décision. Donc on a déjà potentiellement des outils qui existent pour ça. Ouais. À l'échelle d'un hôpital ou quoi, c'est plus compliqué, évidemment, Et mais ça s'explore aussi, quoi. t'as des exemples de ça hors santé, éventuellement Euh, Je sais pas, je sais alors, qu'il existe des trucs du style, tu vois, dans les certaines municipalités où tu vas avoir des conseils où tu as des gens du quartier, plus des experts, plus les élus, ce genre de trucs. ouais, 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 mais tout le monde, les gens s'étaient mis à reparler à nouveau. Saillant, par exemple, qui était Saillant. Attends, je te l'écris. Saillant, ouais. C'est un peu la petite mec pour les gens qui aiment bien la démocratie directe. Ah, ok. C'était un village qui a été. C'était une liste de personnes qui se sont présentées à la mairie. Ils ont décidé alors de ne pas avoir de maire. Alors c'était compliqué parce que du coup légalement il fallait quand même quelqu'un qui était censé être le maire, mais du coup ils s'étaient débrouillés pour avoir un fonctionnement hyper coopératif et, euh, voilà de débats permanents au sein du village. Je sais plus, c'est pas un très gros village, hein, mais ils avaient poussé la machine très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence un peu à, je crois que ça commence un peu à essaimer aussi. Combien ils sont d'habitants, tiens. Ah, je vois pas, dommage. Peut-être si quelqu'un peut nous le dire. Ouais, alors c'est à petite échelle en tout cas, c'est ça. Ouais, mais c'est souvent le problème hein, avec ces dispositifs, c'est souvent à petite échelle. Après, tu avais le dispositif des budgets participatifs aussi. Hein. Moi, avant de faire ma thèse sur le terrain islandais, j'avais bossé du coup un peu sur Porto Alegre et sur le budget Ouais, participatif tu peux expliquer ça? brésilien. Ça c'est intéressant. C'est assez con hein, en soi. C'est que, euh, en fait, et ça a été adopté partout. Enfin, partout. Tu as plein de villes aujourd'hui et plein de villes françaises aussi qui l'ont adopté. Tu as une partie du budget annuel, du coup, qui va pas être dirigé, enfin, qui va être laissé à disposition d'une assemblée. Alors, ça dépend les villes, ça dépend de la taille de ville. Tu auras des fois des assemblées par quartier où on a une assemblée pour toute la ville, où tous les habitants, du coup, peuvent venir participer. Et, euh, et là, tu as des votes et des débats pour allouer cette partie du budget à des projets, à des séries de projets, et que les personnes aussi proposent. Et c'est elle-même, du coup, qui dirige où va l'argent, quoi. Donc, c'était Porto Alegre qui avait commencé à faire ça, au moment où, justement, le Parti des travailleurs montait. Et ensuite, ça s'est diffusé ailleurs. Ça a été un peu, voilà, il y a eu une hype, y compris en sociaux et en sciences politiques. Et Saint-Omer a pas mal écrit là-dessus, je pense. Et, euh, et voilà. Mais on est toujours dans le même problème cache pour ce genre de dispositif, c'est que selon que tu as une municipalité de droite ou de gauche, ils vont te donner une part plus ou moins élevée du budget, quoi. Donc tu vas avoir, donc les assemblées, elles vont avoir plus ou moins de marge de manœuvre et de facilité pour réaliser des projets initiés par les habitants. Le problème étant qu'en plus, tu as des boucles vertueuses qui se créent, c'est-à-dire que tu as besoin que les personnes voient les résultats de ce qu'elles décident. Si elles ne les voient pas, en fait, la plupart du temps, elles tendent
à abandonner, à moins participer. Donc la participation, elle est corrélée aussi au résultat. Voilà, tu as besoin de voir voilà, une rénovation de route, la construction d'une école, la rénovation d'un hôpital. Euh, c'est le genre de décision qui était pas mal pris, notamment à Porto Alegre, quand ça a été initié. Et est-ce qu'on sait justement si, à l'inverse, le fait de voir comment dire, des résultats à cette participation, ça responsabilise les gens? Justement, au contraire, le fait d'avoir participé à la prise de décision, et de s'être senti impliqué, etc. Effectivement, c'est soluble dans les idéologies managées. Là encore, en fait, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais, en fait. C'est juste que y a une compatibilité idéologique à ce niveau-là. Donc, ça veut pas dire qu'il faut voir ça comme quelque chose de mauvais dans son essence, mais par contre, du coup, il faut impérativement être critique, quoi, par les usages qui en sont faits. Et c'est pour ça que effectivement, la pensée anarchiste ou voilà, les pensées anarcho-communistes, elles sont intéressantes par rapport à ça, quoi. Elles permettent de garder parce qu'elles gardent à l'esprit aussi les rapports sociaux et les rapports de pouvoir qui peuvent casser l'objectif final. Et justement, est-ce que c'est pas une façon peut-être justement de répondre à cette logique de il faut responsabiliser les gens, sinon il faut leur envoyer les flics parce qu'ils comprennent rien. Est-ce que c'est pas une façon de leur répondre que de montrer que en fait la responsabilisation, si on revient vraiment au concept même, c'est d'impliquer les gens dans les trucs. Enfin, les gens seront responsables s'ils sont impliqués dans les processus. Tu vois, enfin, est-ce qu'on peut pas se réapproprier aussi peut-être le truc de si vous voulez donner de la responsabilité, si vous voulez que les, tu sais, il y a un double sens de la responsabilité. Oui, bien si sûr, vous mais donnez... les classes aisées, elles n'ont pas intérêt à ça. Enfin, tout ce qu'elles peuvent faire, à la limite, c'est donner aux classes populaires d'avoir de, de, de pouvoir diriger l'argent commun ou des choses comme ça. Mais enfin, je sais pas, il y a un truc qui me titille un peu dans ce que tu dis de la police, par exemple, parce qu'à mon avis, la fonction de enfin, la police, elle n'a pas seulement. Je suis pas sûr qu'elle ait seulement comme fonction d'empêcher quelque chose. Je crois elle a un rôle Ah, mais je suis d'accord, mais plus tu vois, complexe, quoi. Ouais. c'est ce que eux vont dire, tu vois, ça a été dans les discours aussi de un peu, tu vois, les discours libéraux ou de droite qui étaient un peu de dire, oui, faut contrôler les gens, il faut foutre des flics partout parce que vous voyez bien, ils sont pas responsables. Ouais. Tu vois, enfin, évidemment, je suis d'accord avec toi, c'est pas, j'ai pas cette vision-là de la police, mais t'as un peu ce côté, c'est justifié de les envoyer parce que les gens ont pas été individuellement responsables, quoi. Oui, et de fait, oui, ce serait une réponse, effectivement. Ouais, ouais, ce serait une réponse. Après, il y a un autre truc à avoir quand même toujours à l'esprit, c'est que parce que ça, souvent, c'est une perspective assez citoyenniste, justement, comme on disait tout à l'heure, qui est de croire aussi que tout le monde a tout le temps envie de s'occuper de politique, en fait. Et en fait, il y a plein de gens, ils s'en foutent un peu et ou alors ils peuvent avoir une attention politique à un moment, mais pas en permanence, quoi. Et, euh, et je pense que c'est un truc aussi à prendre en compte, qui est peut-être de se défaire. Ça, c'est peut-être lié à une esthétique de gauche, justement, voilà, de toujours d'être dans la politique jusqu'au cou et d'en faire un élément d'identité de gauche. Et si tu veux peut-être que ça déborde, du coup, il faut accepter aussi le fait que les gens, peut-être, je sais pas, si tu tiens des budgets participatifs ou quoi, les gens ils vont peut-être venir une fois ou deux et puis c'est tout, quoi. Et ça veut pas dire qu'ils auront pas aimé ou quoi, c'est juste qu'il y a d'autres éléments dans leur vie qui sont plus importants pour eux. Et c'est là aussi, à mon avis, que c'est important de souligner le fait que la politique, c'est pas seulement le débat politique dans l'Assemblée, les partis politiques, c'est aussi des choses qui se passent dans tous les jours, dans les interactions, notamment pour les interactions de genre ou pour le racisme, par exemple. Tu sais, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait il avait des inclinaisons socialistes fortes et qui disait c'est bien votre truc, mais ça demande trop de réunions, quoi.
Et Oui. je trouve qu'elle est assez drôle. Moi, en plus, moi, pour avoir milité dans des groupuscules très organisés, effectivement, en fait, ça devient une part de ton identité et tu passes un temps juste Ouais, absolument c'est ça. considérable, quoi. Je dis pas que c'est bien ou mal, hein, juste, ça me semble illusoire et c'est même peut-être un peu insultant parce que ça veut dire que tu te rends pas compte que, ouais, qu'il y a d'autres personnes qui organisent leur vie différemment, quoi, et que du coup, il y a d'autres façons de vivre aussi qu'au sein du parti, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, mais toi, quand tu dis justement que c'est pas que les assemblées, les réunions, les votations, les trucs comme ça, tu penses à quoi comme structure enfin, comme structure au sens très très large, hein, justement, Ouais. qui peuvent organiser, je sais pas, un quartier, tu vois, des trucs plus immédiats qui concernent la vie quotidienne des gens, juste, et qui relèvent aussi de la politique. Un quartier, une boîte, une famille, n'importe quoi, tu vois. Euh, mais du coup, donc tu veux dire des structures qui seraient différentes de celles qu'on a actuellement, alors. Ouais, et qui ne soient pas des trucs citoyennistes, brainstorming, machin, boîte à idées, quoi. Bah, ça peut être. Putain, c'est. En fait, parce que c'est vrai que moi personnellement, je pars pas de l'idée forcément. Je me découvre un peu conservateur. Je pars pas de l'idée qu'il faut forcément tout remplacer ou tout. Tu vois, par exemple, tu parles du quartier, bah, tu as des conseils de quartier. Et oui, les conseils de quartier ou de lotissement, c'est super chiant. Et voilà, mais je suis pas sûr qu'on peut. Je suis pas sûr. J'ai plutôt l'impression que c'est un horizon un peu indépassable et que on peut pas y faire grand chose. Ce qui est, ce qui est plus peut-être intéressant, c'est aussi de penser à. Bon, alors oui, à comment tu l'organises, effectivement. Comment est-ce que tu le penses, par exemple, pour la question de la gestion de la prise de parole voilà, comment. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, tu parlais justement, de créer des trucs comme ça citoyens et où tu tiens absolument pas compte Oui, des questions de genre, des questions peut-être aussi bah, c'est d'écart de ça, richesse, etc. c'est ça, par exemple, dans une perspective ouais, patriarcale, ouais, féministe, c'est des réunions non mixtes. Ça peut être la question de la discrimination positive. Ouais, c'est beaucoup de choses qui peuvent nous hérisser le poil, mais qui sont des tentatives justement de contrebalancer les inégalités qu'on observe. Et tu vois, on parlait du rôle des sciences sociales au début, bah, c'est ça, les sciences sociales, elles vont aussi te donner des indicateurs et des indicateurs statistiques aussi en te disant, bah voilà, si tu es une femme noire, bah de fait, tu auras tendance à moins participer dans l'espace public, etc. Donc tu dois mettre, si t'es pas pour échapper à la perspective citoyenniste, tu dois mettre en place des mécaniques qui permettent à ces personnes de, de revenir sur un pied d'égalité, quoi. Pour le budget participatif, moi j'ai un souvenir marquant et qui m'avait marqué d'une. Donc c'était une femme, quoi, elle s'appelait. Elle avait un nom de pizza, elle s'appelait Margarita, c'était un nom portugais, quoi. Donc elle, c'était une femme métisse de la favela et qui, au moment où je l'ai interviewée, avec qui j'ai fait un entretien, elle bossait, elle était montée vachement haut, elle bossait pour le maire de la ville, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait participé donc à ces dispositifs-là de budget participatif. Et il y a un truc auquel ils avaient pensé quand ils ont mis le budget participatif en place aussi, c'est qu'ils ont vraiment donné des cours d'expression orale, des cours de politique, voilà, des cours d'éducation populaire, de l'éducation populaire, qui a permis aussi à certaines personnes de davantage s'affirmer dans les débats, de défendre leurs projets, etc., etc. Donc, voilà, t'avais des dispositifs comme ça. Donc ça aussi, ça peut se penser, ça peut s'élaborer. Mais là, justement, on revient à toujours des dispositifs, en fait, politiques, et qui sont pas... tu vois, genre, par exemple, les réunions non mixtes, c'est un truc
en fait, qui peut, d'une certaine façon, paraître contre-intuitif, et ça l'est pour beaucoup de gens, tant qu'en fait, t'as pas saisi le problème en fait, qu'il y a derrière, parce que le premier réflexe, ça va être de dire, ou la discrimination positive, tu vois, ça va être de dire, mais non, mais en fait, c'est très artificiel, ce qu'il faut, c'est que les gens arrêtent de couper les nanas, et voilà, et ils arrêtent d'être sexistes, et c'est bon. Tu vois, tu sais, t'as un peu ce truc-là de... En fait, là, vous mettez un truc un peu coercitif et artificiel, alors qu'il faudrait tous qu'on soit frères et sœurs, et alors, c'est une assemblée non mixte, a priori, c'est positif. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, justement, tu vois, et c'est pas si différent, finalement, de ce qu'on voyait avant. C'est des perspectives, en vérité, qui sont assez morales. C'est-à-dire, c'est penser le sexisme ou le racisme comme des comportements moraux et individuels, c'est-à-dire des comportements... Voilà, il suffirait juste de dire « Allez, ce matin, je suis sympa, j'arrête d'être sexiste. » Et du coup, c'est là que l'analyse sociologique, du coup, elle apporte un plus, parce qu'elle nous dit mais en fait, ça n'a rien à voir, ou très peu, avec tes intentions individuelles. Donc... Et du coup, c'est pas par un changement de tes intentions individuelles que tu pourras transformer, que tu pourras mettre fin au sexisme, au racisme, au classisme, quoi. Alors j'annonce Barbure qui poste l'image de la différence entre égalité et équité. Un jour on fera une explication de cette image. Je déteste cette image. Je pense que c'est vraiment un des trucs les plus pétés que j'ai vu. Sur Facebook, on en reparlera, cette image. Vous la connaissez toutes et tous, on y reviendra à ça. Mais, oui, avec l'histoire des caisses, ouais. Oui. Voilà, j'annonce, c'est non. D'accord, bah, très bien, bah, je serais très curieux d'avoir ton avis alors. C'est vrai que moi j'ai jamais réussi à vraiment la comprendre non plus, mais oui. Non, mais en fait je vois sur quoi elle fonctionne, mais bon bref, enfin on verra ça une autre fois. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, effectivement, t'as ce truc d'individualisation qui est de, en fait, tu peux arrêter d'être sexiste, et ça rejoint aussi l'idée de, est-ce que les gens sont cons ? Tu vois, c'est genre, tu vois, c'est, les gens qui sont sexistes, c'est des cons, et moi je suis pas con, je suis pas sexiste, parce que je sais que... Et en fait non, c'est pas ça la question, c'est pas que t'es con, c'est juste que comment dire, t'as une éducation, tu vis dans un monde où t'es pas tout seul, et où t'as des interactions, quoi. Tu produis déjà une explication sociale, du coup. Donc, ouais. Mais ça a un impact concret, je trouve, important, tu vois, parce que ça, justement, quand tu vas te dire ah, mais non, pourquoi vous faites des réunions non mixtes, moi, je promis, je vais venir et je serai cool. Donc, il n'y a pas besoin. Tu vois, enfin, tu sais, t'as un peu ce raisonnement-là, c'est pourquoi je peux pas venir, vu que en fait, vous me traitez de con sexiste, quoi, finalement, en faisant ça, tu vois. Et ça peut être pris comme, justement, un jugement moral, et genre, voilà, oui, parce que c'est vu comme un jugement sur ta personne. Donc, alors que pas du tout, c'est une structure pour... Ouais. Alors, c'est une structure qui te traverse aussi, donc c'est un peu spécial, mais ouais. Il y a un autre truc, d'ailleurs, je trouve, dans ce que tu dis qui est intéressant, qui se voyait aussi donc, par rapport à l'épidémie, par exemple, c'était ce distinguo. Moi, je le voyais beaucoup chez mon père, d'ailleurs, qui est un gauchiste énervé, qui est un gauchiste énervé, mais il est beaucoup dans ce distinguo, moi contre le reste du monde, moi contre les gens, quoi. Et les gens sont irresponsables et tout. Et c'est toujours fascinant de voir à quel point on se soustrait à cette définition. Les gens, c'est toujours les autres, c'est jamais soi. Et du coup, le virus... Et il y a eu un problème lexical parce qu'en disant le virus, on oublie qu'il n'est pas indépendant de nous, quoi. Donc il est dans des corps et donc il est aussi dans notre corps. Donc voilà, donc on est inclus aussi dans les gens et voilà, qu'il n'y avait pas de je trouve, ce qui est intéressant avec cette histoire de virus, c'est que ça nous réintègre aux gens, les gens qu'on déteste, mais finalement on partage aussi cette destinée commune d'être des organismes à base carbone et voilà. Tu vois, c'est marrant parce que je l'avais noté tout à la fin de mes notes en rouge, j'avais marqué What the fuck is les gens, parce que en fait pour moi c'est le problème déjà de base, tu vois, c'est genre c'est quoi les gens, tu vois, ils sont irresponsables, les gens vous faites de la merde, tu vois, en plus enfin tu vois, les gens c'est jamais la même chose, enfin tout le monde va dire les gens sont cons,
Mais en fait, c'est jamais la même définition, on parle pas des mêmes personnes, etc. Tu vois, genre les gens vont te dire les gens qui sont partis boire un dernier coup la veille du confinement, c'est des cons. Moi, je trouve que c'est les gens qui ont voté pour des candidats qui détruisent l'hôpital public qui sont des cons. Tu vois, et c'est peut-être la même personne qui va avoir engueulé les mecs aux terrasses qui en fait a voté pour Macron, tu vois. Donc, je trouve que ça va pas très loin en fait, ce petit jeu de qui est le. Ouais, mais parce que c'est sa fonction, c'est de pas aller très loin justement. C'est à la limite, tu pourrais appeler ça des stérilisateurs de pensée. C'est des trucs qui viennent stériliser la possibilité de faire un effort intellectuel pour comprendre ce qui se passe. J'aime beaucoup le concept. Ouais, je pense que c'est un truc... Bah oui, parce que je disais ça pour Raoult aussi, je m'énervais récemment là-dessus, sur la passion française qu'on a pour toujours espèce de mec psychopathe et narcissique. Donc que ce soit Branco, puis Joachimson Forget, ou Dieudonné, Soral, ce que tu veux. Tu remarques que c'est toujours des mecs, évidemment, et c'est toujours... Et puis, je t'en parle parce que si... genre au début du confinement, j'ai ma mère qui m'envoie... Mes parents n'ont pas fait d'études. Ma mère m'envoie des vidéos le premier truc, là, il y a une vidéo je pense circuler où le mec il disait que le virus il avait été inventé et tout. Et c'est toujours les mêmes choses, c'est des mecs qui déblatèrent pendant 40 minutes, 2 heures, et mes parents ils m'envoient ça et je dis putain mais je vais pas écouter ça quoi, c'est mortel, et même si j'essaie d'être ouvert et de dire comment est-ce que je réagis par rapport à ça, parce que comment est-ce que tu réagis par rapport à des complotistes, notamment quand c'est tes parents. Mes parents sont pas complotistes, mais... Oui, c'est boomer Facebook. Voilà, enfin, on en a tous. Mais tu vois, c'est les mêmes postures, c'est-à-dire que tu te dis pas... je vais pas les renvoyer dans les choux en leur disant « mais vous êtes vraiment des crétins ignares ». Parce que je peux pas faire ça, quoi, c'est pas possible. Il faut aussi que je... Bon, pour certaines personnes, je le ferai, quoi, potentiellement, parce que j'ai pas le temps. Mais là, c'est plus compliqué et j'ai pas encore trouvé de solution totale à comment je fais. Parce que, voilà. Oui, et d'ailleurs, c'est un truc assez marrant, je trouve, c'est que quand c'est des gens que tu connais pas, c'est hyper facile de dire que les gens qui pensent ça, c'est des crétins. Mais il suffit que t'aies une personne que t'estimes qui se trouve penser une énorme connerie, et tu vas être vachement plus cool avec les gens qui pensent ces conneries-là, en fait. Oui. Alors, pas forcément avec tous les gens, mais en tout cas, avec cette personne proche, oui, tu vas la voir différemment. Tu vas dire, oui, avec toi, c'est différent. Avec toi, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil ? Parce que généralement, t'es déjà plus... T'arrives plus à... T'as déjà quelques explications sociales de pourquoi est-ce que la personne pense comme ça. Oui, je l'ai pas vu comme ça, mais oui, effectivement. C'est que tu la contextualises beaucoup mieux, en fait. Exactement, ouais. Et t'es plus dans un... Ouais. Parce que techniquement, tu pourrais faire avec le groupe entier, en fait, si tu fais un tout petit peu d'effort intellectuel. D'effort intellectuel, où du coup, puisque t'as pas l'énergie pour comprendre tout le fonctionnement de tout le monde, donc c'est justement là que la sociologie, les sciences sociales, elles rentrent en compte, ou le travail statistique il rentre en jeu, etc. Vous êtes payé pour ça, en fait, finalement. On vous paye pour ça. Et oui, mais au moins, tu vois, le fait de au moins partir de se dire, bon, mais je sais pas pourquoi ils pensent ça, et ça me paraît absolument stupide, mais dans le doute, tu vois, tu vas dire, bon, il y a forcément des raisons, tu vois, c'est genre, c'est pas parce que tu les connais pas que eux, eux, c'est des vrais cons, vraiment très cons, et ils ont aucune raison de penser ce qu'ils pensent, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Et attends, du coup, tu m'as grillé le c'est quoi les gens. Et oui, et si, avant qu'on finisse, il reste une quinzaine de minutes, est-ce que t'as un truc à dire sur le thread dont je parlais, de ce journaliste qui... alors je l'ai plus sous les yeux, ce thread sur justement les dictatures. Oui. Et qui en fait qui a une projection de ouf, de dire en fait ça s'est bien passé parce qu'on a filé droit, ce qui est assez intuitif en fait, d'une certaine façon, dire mais oui, mais
là-bas, bah, au moins ça file droit parce que c'est une dictature. Sauf qu'en fait, c'est oublier tout ce qui s'est mal passé parce que la Chine a menti pendant des mois, parce qu'il n'y a aucune Ouais. transparence là-bas. Ils ont beaucoup moins de possibilités qu'à d'autres endroits de contrer le pouvoir et de justement Oui. lui demander des comptes. Ce qui est un truc qu'on fait un peu en France là maintenant, tu vois. Tout le discours du gouvernement de dire non mais attendez, c'est pas le moment de nous demander des comptes. Là, on a une crise à gérer, les polémiques, ça sera pour plus tard, alors que c'est très exactement ce qu'on doit faire. C'est pour pas qu'ils fassent de conneries, c'est leur demander des comptes. Oui, Et absolument. tu vois, et ça c'était, enfin ce thread, je le reposterai sur. Je l'ai RT aujourd'hui en fait. Je l'ai RT aujourd'hui, c'était Ah, vachement intéressant. Enfin, je l'ai RT depuis ton RT à toi que j'avais retrouvé. d'accord, parce Et que en plus, j'essaie de ce qui était intéressant, c'était le cherry picking de dire ouais la Chine, alors Oui, que en fait les États qui s'en sortent bien, c'est en gros la Corée du Sud, le Vietnam et ah, Taïwan, c'est qui sont des d'accord. pays très différents et Ouais. qui sont pas des dictatures. Il y avait un article qui était génial, quelqu'un avait partagé oh putain, je sais plus dans quel journal, où ils avaient mis la formulation à Taïwan, tout se passe très très bien, Taïwan Oui. qui est un régime autoritaire. Et t'es là, mais juste, en fait, vous êtes juste parti du principe que si ça se passait bien, c'est que c'était une dictature, en C'est un fait. régime autoritaire. Ça a l'air Ouais, d'être ouais, en ouais. Asie et ça file droit, donc ça doit être une dictature. Alors Non, que pas c'est du ça, tout. oui. Oui, oui, oui. C'est un des pays les Ouais. plus démocratiques du monde. Mm. T'as un avis là-dessus Mais sur justement le lien entre le type de régime et la gestion en fait, la gestion de crise? ouais, bah, je suis très, effectivement, je suis très méfiant de. Bah, t'as eu un article aussi là-dessus, je cite encore. C'est vrai que je lis beaucoup Mediapart, mais t'as un article sur Mediapart qui a été fait sur aussi la façon dont je sais pas, que ce soit la Russie ou d'autres États, vraiment poussent, voilà, avec leurs armées de trolls, etc., à vraiment valoriser l'image de leur régime. Donc même chose pour la Chine ou quoi. Euh, donc tu as aussi des effets de stratégie en relations internationales, en fait, où t'as et c'est vrai que c'est facile pour un régime autoritaire parce que bah, un régime autoritaire n'a aucun scrupule à mentir. Donc dans l'immédiat, c'est facile de produire ce genre de discours. Et c'est pour ça aussi que nous, de nos pays, il faut vraiment non seulement, c'est vrai qu'il faut qu'on critique nos gouvernements, mais il faut aussi qu'on critique les gouvernements des autres. Il faut critiquer la Chine pour sa gestion du début de l'épidémie et le fait que c'est justement parce que c'est un régime autoritaire, donc c'est un régime qui est incapable. Alors oui, qu'est-ce que je disais? Tiens, je vais le voilà, je disais, voilà, ce qui leur fait le plus défaut pour ces régimes autoritaires, c'est l'exigence de transparence, euh, la possibilité de critiquer les élites dirigeantes et de les face à leurs responsabilités, donc, et produire une critique de leurs institutions plutôt que de tomber dans l'obsession du complot étranger. Et donc, euh, alors, on peut pas, c'est vrai qu'on peut pas, ce qui nous angoisse un peu, c'est vrai qu'on peut pas faire une typologie où on est persuadé que nous, démocratie libérale, on va forcément mieux s'en sortir. Ça, c'est intéressant. Oui, Donc, justement, c'est décorrélé notre en fait. position est en jeu. Mais la façon qu'on a de porter au pinacle les États autoritaires, c'est incroyable de stupidité, au sens où dans des États où tu n'as aucune transparence, où dès que tu as un virus, en fait, on va considérer qu'il vient de l'étranger, ça empêche aussi toute action sanitaire rationnelle, quoi. Donc, c'est pas forcément. Voilà, ouais, oui, ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça c'est un point intéressant qui n'avait pas été beaucoup soulevé, mais notamment la Russie et la Chine. Et alors, on note que Trump a fait ça aussi. Oui, Alors c'est même vrai si que j'allais c'est dire. différent parce que c'est pas le même genre de régime, mais il a des traits dans sa façon de gouverner. Il a une admiration pour ce type de façon de gouverner. Il fait exactement la même chose, quoi. Alors du coup maintenant il est un peu embêté, mais parce qu'il est obligé de faire autrement. Mais oui, ça c'est un point qui est intéressant, qui n'a pas été beaucoup soulevé, le truc de la théorie du complot, de ça vient de l'extérieur, Oui, et qui en fait ouais. est hyper dangereuse dans après ce que tu vas appliquer politiquement pour gérer la crise, quoi. Ouais. Il y a un truc aussi, ça c'est intéressant, je vois Boumeuse qui dit cette vision idéalisée de la dictature en ce moment,
ça ne ferait pas partie de cette tendance à dédiaboliser l'extrême droite depuis 5-6 ans par les médias? Est-ce qu'on aurait entendu cela sans toute cette Le Pen washing? Je m'interroge. 3 petits points. Alors, c'est pas forcément la question de l'extrême droite, c'est plutôt... pardon. C'est juste ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, on voyait dans les enquêtes d'opinion, dans les enquêtes sur les valeurs des citoyens, donc soit en France mais ailleurs aussi, tu as deux injonctions contradictoires qui ont augmenté. Tu as à la fois une demande de plus de démocratie, hein, donc d'une meilleure participation aux décisions, et de l'autre, ce qu'on a observé aussi, c'est aussi une demande d'un homme providentiel, enfin, d'un homme ou d'une femme providentielle qui a gonflé aussi. Et ça s'observait jusqu'en Islande, où j'ai eu des fois des discours de personnes tout à fait propres sur elles, hein, mais qui estimaient qu'il y avait besoin quand même d'un homme fort en situation de crise pour tout régler. Ça m'aimerait de revenir un peu sur ce que j'ai dit d'ailleurs quand je te parlais de l'urgence, je parlais de clastres et tout, quand je disais qu'il y a comment dire, qu'il y a des moments où effectivement c'est plus difficile de mettre de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, quoi. Et il y a aussi des dispositifs démocratiques qui peuvent et doivent fonctionner, y compris en temps de crise. Donc notamment la question de la transparence ou par exemple le fait de permettre aux journalistes de faire leur boulot. Ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de la prise de décision. Donc du coup, c'est des mécaniques démocratiques qui peuvent continuer à fonctionner. Ouais, ça rejoint tu vois, tu parlais de stérilisateur de pensée. Tu vois, ce truc un peu du despote éclairé, c'est un peu, je trouve que c'est pareil, c'est un truc où t'arrêtes de penser très vite parce qu'en gros, Ouais. pour moi, ça équivaut à dire. Et en Oui. vrai, si il y avait un mec qui prenait que des bonnes décisions, eh ben, ça serait bien. Bah, Oui. super, mais sauf que comment tu fais pour contrôler que ce mec prend des bonnes décisions, etc. Enfin, c'est vraiment genre, c'est vraiment une catégorie qui sert à rien pour penser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, oui, effectivement, Oui, si un mec prenait toutes les bonnes décisions à 100%, et c'est lui qui les prenait toutes, et ben, de bonnes décisions seraient prises. Super. Tu vois, mais genre, tu vois, il y a rien derrière, quoi. Il y a pas de politique, il y a pas de... C'est un refus de penser, oui. Et oui, alors attends, il nous reste 10 minutes, donc on va peut-être pas se lancer sur un gros truc non plus. Mais justement, genre, comment ça se passe dans des pays comme l'Islande, l'épidémie, tu sais ça? Alors, je suis un peu de loin quand même, mais alors, pour l'Islande, par exemple, j'ai l'impression qu'ils s'orientent pas mal vers une stratégie un peu à l'allemande, donc qui a priori se révèle quand même être plutôt efficace pour l'instant. Donc avec une multiplication des tests. Alors ils s'en sont pas au confinement, donc c'est plutôt une espèce de c'est pas un confinement, mais c'est... Alors ils ont interdit là pour l'instant, ils ont interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Pour les écoles, il y a une solution un peu étonnante qui a été faite, qui est, si je dis pas de bêtises, les élèves vont à l'école un jour sur deux. Enfin, c'est pas les mêmes élèves qui vont à l'école un jour sur deux, donc ils alternent. Ouais, c'est comme la circulation alternée, mais avec des enfants, quoi. Voilà, avec les enfants. Il me semble qu'il y a eu d'autres trouvailles comme ça. C'est intéressant parce que tu vois, c'est aussi un moment où justement, faut penser des nouveaux mécanismes qui peuvent permettre d'éviter la multiplication des contacts. Et qu'est-ce que je dis? Oui, et aussi tu as Decode Genetics, donc qui est une entreprise très connue islandaise comment dire, de génie génétique. C'est eux qui avaient rassemblé toutes les infos génétiques de toute l'île. C'est ça. Et qui l'avaient vendu, Voilà, je sais pas quoi. oui, voilà, et du coup après il y avait une disposition. Donc la justice islandaise les avait obligés à rendre ça public, enfin à permettre aux Islandais d'accéder à leurs informations, et c'est ce qui avait donné les fameuses applications pour savoir à quel point tu es cousin ou non avec ton petit copain ou ta petite copine, quoi. Et du coup, c'est la même entreprise, effectivement. Donc, elle a pas, ça a été un peu erroné dans ce qui a été dit, elle n'a pas fait des tests sur toute la population.
mais ils ont fait des tests sur je sais plus combien ils en ont fait, 1000 ou 10 000, je sais plus, mais en tout cas, ils ont fait un gros. C'est toujours en cours, hein. Donc ils ont testé un échantillon représentatif de la population et pour voir à quel point la population était infectée. Et voilà, ils en étaient, je crois que là, ils en étaient, il y avait 2 fois plus de personnes infectées que ce qu'ils pensaient. Voilà. Et je crois, en Corée du Sud, tu avais eu un peu des stratégies similaires aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, ils ont eu de très très grosses politiques de test, a priori, de ce que j'en ai lu. Donc, ce qui implique une logistique. Je sais pas si vous avez vu peut-être les images passées où ils ont des espèces de cabines téléphoniques où tu as un médecin, quoi, mais et les gens ils font le test en 7 minutes. Mais bon, ça veut dire un investissement logistique qui est énorme, quoi. Ça demande des moyens, voilà. Donc, oui, alors je posais la question de l'Islande parce que justement c'est vu comme un pays très démocratique et où justement avec peut-être où aussi il y a quand même des ressources. Enfin, les gens sont pas, c'est pas un pays du tiers monde, quoi, non plus. Oui, bien sûr. Non, c'est un des pays les plus riches de la planète. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment c'est géré dans ces pays-là. Oui, absolument. Et puis en plus, ce qui est intéressant dans le cas islandais, c'est que comme tu as t'as une population assez réduite, donc c'est vrai que souvent les gens ils comparent ça à un laboratoire. Mais en tout cas, disons que tu vois rapidement les résultats de politique. Quand tu adoptes une politique publique, tu en vois rapidement les résultats. Donc ça permet aussi très rapidement de changer de tactique lorsque tu vois que ça ne fonctionne pas. Mais oui, puis, non, mais les pauvres Islandais, parce que je veux dire, ils sortent de l'hiver là, et du coup, c'est de leur demander à nouveau de se renfermer chez soi. C'est assez horrible. Et si, c'est un pays, l'Islande, c'est pas une région. Qu'est-ce que vous dites? C'est un pays, l'Islande. Ils sont autonomes. Enfin, ils dépendent. Ah ouais, bien sûr. Oui. Oui, c'est un pays indépendant. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, parce que j'ai l'impression, là pareil, enfin je suis pas expert, mais j'ai l'impression que le truc qui ressort le plus maintenant, c'est qu'en fait, ben, les pays où en fait ça se passe bien, c'est les pays où en fait il y a des ressources allouées à ça, en fait. Tu vois, pour schématiser, en fait, le seul point commun, c'est pas le régime politique. Ouais. C'est, tu vois, enfin, le Vietnam n'est pas Taïwan. Bon, là, c'est que des exemples asiatiques, hein, mais c'est ceux que j'ai regardés. Mais tu vois, enfin, tu sais, j'ai l'impression que c'est toujours le même débat comme sur l'éducation, genre. En fait, est-ce qu'il faut... t'as des résultats dans des écoles où ils sont hyper autoritaires, hyper conservateurs, etc. Et à côté, t'as les écoles un peu alternatives de gauche, machin. On a des super résultats. Et en fait, le seul point commun, c'est juste qu'en fait, il y a énormément de ressources allouées, quoi. Et c'est tout. J'ai l'impression que on redécouvre le truc à chaque fois, quoi. Après, du coup, il faudra regarder. J'ai pas mis... Je le mettrai peut-être. Pour l'Islande, tu as eu pas mal de mobilisation du secteur de la santé, justement, après la crise de 2008. Et qui ont duré jusqu'à récemment. Donc, peut-être que ça a eu des effets aussi dans la préparation du système de santé. Peut-être qu'en réaction, du coup, le système de santé a pu se préparer plus efficacement. C'est possible. C'est une supposition, il faudrait vérifier. Et d'autant que je crois que dans le cas des pays d'Asie, il y a aussi le fait qu'ils ont des épidémies de ce type. Ils ont déjà de l'expérience de ça, et du coup, fatalement, ils sont prêts, quoi. Enfin, ils sont plus prêts que. Oui, effectivement. Et après, l'Islande, tu as aussi des motifs géographiques. C'est quand même un pays qui est relativement isolé. Donc, il faut que tu aies un système de santé, même pour 300 000 habitants, qui soit capable de fonctionner à minima sans trop d'aide extérieure, quoi. Donc, oui, le confond avec la Nièvre, ça arrive, ou l'Auvergne. Qui sont effectivement des régions. Oui, non, la Nièvre, c'est un département. Tu ne confonds pas avec le Groenland. Oui, effectivement, pas confondre avec le Groenland qui reste attaché encore au Danemark. Ouais, mais sur Wikipédia, c'est un pays autonome. C'est un pays, non, c'est un pays... Je sais plus, c'était quand même marqué comme un pays. Parce que j'ai eu un quiz il y a pas longtemps. Le Groenland ? Et le Groenland comptait comme un pays. Je sais plus pourquoi, parce que mais c'est un nom spécifique. C'est un pays qui dépend du Danemark, mais c'est quand même un pays. Voilà, oui, en fait, le Groenland, il est quasiment... Enfin, il n'est pas indépendant, mais les seules choses pour lesquelles il reste dépendant du Danemark, c'est la politique étrangère, et puis peut-être 2-3 petites choses aussi. Mais le Groenland, par exemple, fait même pas partie de l'espace Schengen comme l'Islande. Ils ont vraiment leur propre politique locale. Parce qu'en plus, alors, je vais pas partir là-dessus, ce sera encore autre chose, mais
Mais en termes d'histoire postcoloniale, le Groenland n'a pas la même histoire que l'Islande par rapport au Danemark. Et si tu veux, on fera un live sur les Mais pays, pourquoi les pas, pays où il fait très très froid, voilà. que tu connais bien. Ça m'intéresse aussi. Là, effectivement, je te fais venir moins sur ta spécialité parce que c'est l'actualité aussi. Mais, Ah, mais c'est bien, ça me fait du bien. Écoute, franchement, c'est cool pour moi de parler d'autres choses. Ok. Voilà. Mais si t'en as pas marre, un jour, tu peux revenir avec plaisir parler du Ouais, Groenland bien et tout. sûr. Et alors, le terme Avec Wikipédia, c'est plaisir. pays constitutif. Voilà, on en D'accord. apprend Ça, des tu vois, choses. C'est voilà. un stream éducatif. Et bah écoute, merci beaucoup. On va en rester là. Il reste 1 minute. Ouais. Est-ce que tu veux, je sais pas, est-ce que tu sors un livre? Est-ce que tu peux nous vendre quelque chose? Est-ce que tu veux te faire ta pub? Bah non, parce que j'ai rien à vendre. Non. Attends, je réfléchis là. J'ai mis son compte Twitter sur Twitter. Voilà, si tu peux mettre mon compte Twitter à la limite. Sur la question islandaise, j'avais fait une interview sur Mediapart. Voilà, où je suis pas forcément à l'aise dessus, mais bon, c'était ma première, quoi. Ah mais si. Et oui, peut-être plus récemment, j'avais fait s'il y a des gens que ça intéresse, justement, quand je parlais des perspectives postcoloniales, j'avais fait un article pour la revue du Crieur à Mediapart sur la notion de blanchité, donc sur justement comment est-ce qu'on historiquement la constitution de la blanchité, la racialisation progressive du monde européen au XIXe siècle, ça a impacté sur l'histoire de petits pays comme l'Islande ou le Groenland. C'est-à-dire qu'avant, l'Islande et le Groenland étaient plutôt vus comme ensemble dans un espèce d'ailleurs assez barbare. Et progressivement, l'Islande, c'est devenu la terre des origines pour les fachos, quoi, alors que le Groenland, c'est devenu au contraire le nord barbare. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai avant. Donc ça, c'était l'article pour la dernière revue du Crieur. C'est en finir avec l'illusion boréale. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux, comme je dis à chaque fois. Je te fais un bisou maintenant. Si tu veux, on débrief après, mais je vais couper l'appel pour mettre une petite musique d'ascenseur. Super. Et peut-être raid quelqu'un, on va voir. Mais voilà. Écoute, à très bientôt. Enfin, à tout de suite. Allez, si tu veux. merci à toi. Ouais. Et puis pour un autre live, on verra ça.